Bonsoir à toutes et à tous. Avec le professeur Xavier Carcopino, nous sommes ravis d'animer cette masterclass de préparation aux Écosses. Donc, je me présente, c'est le professeur Blandine Courbière. Je m'occupe de médecine de la reproduction au CHU de Marseille et le professeur Carcopino s'occupe de gynécologie et de cancérologie gynécologique à l'hôpital Nord, au CHU de Marseille aussi. Donc, Bonsoir. nous... Ah oui, il est toujours là. Bonsoir. Donc, je te laisserai te présenter mieux tout à l'heure. Il n'y a Donc, pas de souci. eh oui. Donc, nous avons souhaité faire cette préparation du côté des évaluateurs, car il y a pas mal de masterclass déjà sur Internet du point de vue des étudiants qui ont donc passé avant vous les Écosses avec leur vécu, leur ressenti. C'est très intéressant. Nous avons souhaité vous faire part de notre point de vue d'évaluateur, puisque tous les deux, nous avons eu le plaisir, parce que c'était très intéressant sur le plan pédagogique, de participer en tant qu'évaluateur aux Écosses nationaux l'an dernier. Voilà, donc nous, à Marseille, on a été transportés à Montpellier pour faire partie des jurys. Donc, peut-être que notre point de vue vous éclairera et puis vous rassurera aussi sur le fait que c'est très bien organisé, que ça se passe très bien. Alors, je sais que vous n'êtes pas du tout rassurés à ce niveau-là, après les EDN. Le maître mot, c'est aussi tenez bon. On sait que c'est difficile. Après, ça en vaut la peine. Donc, nous allons faire des Écosses un petit peu interactifs. Donc, nous avons signé une charte de confidentialité lors des Écosses. Donc, vous n'aurez pas les annales, hein, parce que nous n'avons pas le droit. En revanche, nous avons mieux compris ce qui vous est demandé et on espère que cela vous donnera quelques petits trucs pour la suite. Donc là, je vais donc aller sur mon diaporama et moi, je ne vais plus voir ce qu'il se passe. Donc, Xavier, à toi, tu deviens le chef. Voilà, donc là, l'idée, c'est les Écosses évaluatifs pour le classement national. Donc, l'objectif des Écosses, là, c'est très différent. C'est-à-dire que vous avez jusqu'ici bachoté pour les EDN et remplir des cases et des QCM. Là, dans la pyramide de Miller, vous étiez à connaître et c'est comment. On monte en gamme avec les Écosses où, sincèrement, moi, je trouve qu'en tant que professeur, c'est quelque chose en plus. Et je pense que c'est très bien, même si ça vous stresse énormément. Parce que là, il va falloir démontrer votre savoir-faire et votre savoir-être. Et on voit déjà les futurs excellents médecins que vous allez être. Et je pense que ça, vous avoir formé au terrain fera de meilleurs médecins peut-être que notre génération, en tout cas dans le savoir écouter et le savoir expliquer à vos futurs patients. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même façon de démontrer votre savoir-faire. En tout cas, c'est très différent des QCM, mais c'est très formateur pour vous et très instructif pour nous. Et donc, je pense que la place des stages à l'hôpital est importante, ou en consultation en tout cas. Alors, le livret qui est sur le site de l'UNES, c'est mon livre de chevet depuis qu'on doit construire des stations d'Écosse formatifs aussi pour nos étudiants et évaluatifs. Et puis c'est destiné aussi à vous. Même si c'est un petit peu touffu au début, je pense que c'est intéressant régulièrement de vous référer au cadre des constructions des stations Écosse et circuits Écosse, parce qu'il y a c'est pas la loi, mais c'est on va dire des règles de bonne pratique. Et il y a des exemples, et je trouve que c'est assez intéressant à la fois pour nous enseignants et pour vous étudiants. On reviendra dessus régulièrement au cours de ce webinaire. Donc, bon, vous connaissez aussi bien que nous la construction des Écosses. Donc, il y a 11 domaines attendus d'apprentissage. Donc, vous aurez
Parmi ces 11 domaines d'apprentissage, 10 stations différentes qui vont demander en fait c'est des différents savoir-faire, donc en général de 8 minutes. Ce qui est important, c'est toujours de garder à l'esprit quand vous allez lire votre cas clinique, en théorie, il y a un domaine évalué, un seul, plus ou moins un domaine secondaire. Donc on va faire un cas pratique après. Et sur ces 10 stations, donc, en gros, les échos, c'est 30% de votre note. Les aptitudes cliniques, c'est 70%, 80% de la note. Et il y a les attitudes. Alors ça vous stresse beaucoup parce que vous savez pas trop comment on va vous noter. Gardez à l'esprit qu'il y aura toujours un cas de pédiatrie et probablement aussi une station avec une personne âgée. En tout cas, ça s'est vérifié l'an dernier, et donc avec les grands systèmes répartis. Mais bon, passez pas à côté de la pédiatrie. Alors, ce qui vous stresse beaucoup, c'est certes de ne pas savoir quels vont être les mots-clés qui vont vous rapporter les points, mais aussi, et je comprends, la variabilité interévaluateur. Et moi-même, avant de participer aux écos nationaux, je me demandais bien comment il n'y aurait pas de variabilité interévaluateur, car on peut imaginer une subjectivité dans la façon de vous noter. Honnêtement, c'est tellement bien cadré qu'il y a peu de variabilité interévaluateur, et la faculté de Saint-Étienne a fait des études sur leurs écos formatifs pour voir quelles étaient les variables qui allaient jouer sur la note finale de l'Écosse. Donc, le facteur station, forcément, permet de vous sélectionner. Le facteur étudiant un peu, et finalement le facteur évaluateur. Il va y avoir peut-être une petite variabilité, on va le voir, sur l'évaluation des compétences de communication et d'attitude, en sachant que c'est des petites variations de points. Et globalement, dans leur étude, ils ont fait des corrélations interclasses interévaluateurs. Il y avait une bonne reproductibilité des examens. Donc, votre avenir ne va pas dépendre du binôme d'évaluateurs sur lesquels vous tomberez. Hein, voilà. Même s'il y en a qui ont l'air plus sympas peut-être que d'autres, votre note ne va pas dépendre du fait qu'il y en ait un plus sympa que d'autres. Alors nous, en tant qu'évaluateurs, on a une grille d'observation standardisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir, vous avez le point ou vous l'avez pas. Hein. On n'a aucune subjectivité dans cette grille d'observation. Ce qui est important aussi, et là c'est vrai que c'est à vous aussi d'être malin, c'est que en fait la grille n'est pas exhaustive. C'est-à-dire on vous demande pas tout, et l'idée c'est que si c'est trop facile, c'est un peu comme les QCM rang A. Si c'est trop simple, vous avez tous la même note, donc ça ne va pas être pertinent pour distinguer les meilleurs étudiants des moins bons. On est sur 30% de la note finale quand même. Et donc, il va falloir avoir l'idée de cibler les éléments pertinents qui vont vous donner les points, et ceux qui seront oubliés par les étudiants qui seront moins bien classés. Et donc, ça peut vous sembler frustrant parce que vous allez peut-être demander des choses ou dire des choses qui ne seront pas notées, puisqu'il y a à peine 10 à 15 items qui vont être soit observés, soit non observés. Et là, si ça peut vous rassurer, vous pouvez avoir n'importe quel évaluateur, soit on voit, soit on voit pas. Donc, vous aurez la même note, quel que soit le binôme d'évaluateurs. Il est très important de savoir que nous n'avons pas le droit de nous parler, nous ne nous parlons pas et nous ne comparons pas nos grilles à la fin de votre passage. Hein. Donc ça, c'est aussi, il y a une notation qui est indépendante. Donc j'ai choisi, pour un peu discuter de comment se passe un écos côté évaluateur, de passer sur une écos de mise en situation clinique, alors sur ce que je connais le mieux, qui est sur ma situation clinique de départ favorite. Donc, nous allons voir ça. Donc, comment gérer vos 8 minutes d'Écosse à partir de cette mise en situation clinique? Vous êtes gynécologue spécialisé en médecine de la reproduction. Vous recevez Madame Sabine Rousseau qui consulte seule pour infertilité car son compagnon n'a pas pu se libérer.
Alors, si vous venez en consultation dans les centres d'ANP, il est extrêmement fréquent que les femmes consultent seules parce que parfois les hommes ont mieux à faire, eux ils travaillent. Et c'est quelque chose qui est assez classique. Donc vos consignes, et ça c'est ce que vous allez lire sur votre porte, c'est vous devez interroger la patiente pour recueillir les antécédents des deux membres du couple en ciblant les antécédents utiles pour rechercher une étiologie à l'infertilité. Vous devez prescrire les examens complémentaires adaptés à cette première consultation et les expliquer. Et vous ne devez pas, ça c'est extrêmement important car on a vu quelques hors-sujets, donc relisez bien ce que vous ne devez pas, donc procéder à examen clinique et vous ne devez pas là proposer de prise en charge médicale de l'infertilité ni de parler des techniques d'assistance médicale à la procréation. Donc dans le vous ne devez pas, c'est attention, ne partez pas dans tous les sens, attention au hors-sujet. Donc là, il va s'agir d'une station avec un patient, enfin avec une patiente, en l'occurrence standardisée. Alors du côté des évaluateurs, faut pas croire qu'on arrive comme ça. Déjà, tous les évaluateurs sont universitaires, avec, à ma connaissance, un binôme, un professeur des universités et soit un maître de conférence, soit un chef de clinique. Mais on a tous obligatoirement notre attestation de formation, c'est-à-dire, vous voyez ici mon diplôme, hein, ma certification nationale d'examinateur ECOS, qui a une partie théorique et aussi une partie clinique. On a des vidéos d'étudiants à évaluer et on n'a pas, en fait, on n'est pas certifié tant qu'on n'a pas la même évaluation que tous les autres profs qui ont cette certification ECOS. Par exemple, moi, je suis en fait peut-être un peu vache et donc dans le côté et en fait on m'a demandé de me recadrer sur la moyenne nationale pour évaluer l'étudiant. Donc nous, vos journées sont stressantes et fatigantes et nos journées le sont aussi, on ne va pas se faire plaindre non plus. En tout cas fatigantes pour vous voyez, puisqu'on est convoqué à 6h45 pour en fait prendre connaissance des scénarios par binôme, enfin tous les groupes, et en fait on a une réunion de cadrage, on prend connaissance de notre scénario, on prend connaissance de la grille de réponses. Nous n'avons aucune idée en théorie de la grille du patient standardisé. Et après, bah voilà, on vous fait passer toute la journée. Donc en fait, on est les évaluateurs, ça, il faut que vous soyez rassurés sur cela, c'est qu'on est préparé en amont, on est tous universitaires, on a cette réunion de cadrage qui fait que a priori, il n'y aura pas de variabilité en fonction du binôme. Alors, vous concernant, donc là, vous êtes de l'autre côté de la porte et donc la sonnerie retentit. Les 8 minutes commencent et donc vous devez gérer votre stress. Honnêtement, je trouve qu'en effet, c'est une épreuve qui est extrêmement stressante et physique puisque toutes les 8 minutes, votre cerveau doit changer de case. Ça, voilà, la gestion du stress, là, ça se travaille en amont, ça se travaille dès maintenant. Parce que il faudrait arriver à ne pas stresser. C'est-à-dire que plus on a travaillé, moins on est stressé, plus on a confiance en soi, moins on est stressé. Et je pense que plus on est allé en stage, plus on a vu des médecins. En fait, c'est une mise en situation. Donc, plus vous avez été mis en situation, plus vous avez vu des mises en situation, plus ça va vous sembler naturel. Donc ça peut être vécu en Écosse comme une pièce de théâtre, mais en fait, faut quand même être conscient que dans moins d'un an, vous y êtes en situation à dire bonjour à des patients, à les interroger, à les examiner, à devoir gérer une urgence. Donc finalement, dites-vous que c'est pas un examen, mais c'est que ça va être votre vie. Et pour ça, pour gérer votre stress et surtout bien lire l'énoncé, à mon avis, dès maintenant, faites du sport. Certains vont méditer, faire de la respiration abdominale, vous abonner à Petit Bambou, j'en sais rien. Dormez bien, évitez les toxiques. Pourquoi pas pour ce jour-là, mais essayez un peu avant les bêta-bloquants
pour les plus tachycardes d'entre vous. Et le meilleur remède au stress, c'est d'avoir travaillé, d'être prêt et puis de ne pas être pris au dépourvu et de voir aussi comment vos aînés, hein, il y a l'apprentissage par les pairs, parlent aux gens, les interrogent, se comportent avec les familles, le personnel soignant. Donc, je pense que là, l'heure n'est plus au bachotage. On a régulièrement, nous, des sixièmes années qui viennent pour une après-midi ou une matinée de consultation. Moi, si j'étais vous, je ferais chaque spécialité, j'irais me repasser une petite après-midi en consultation ou à l'hôpital. Normalement, un étudiant intéressé est toujours bien accueilli à l'hôpital. Voilà. Donc, ça permet à mon avis, d'être plus à l'aise ce jour-là. Donc, la gestion du stress fait partie vraiment là de l'examen. Alors, là, vous êtes devant votre porte, vous avez cette mise en situation clinique. Ce qu'il faut, on sait qu'il y a 11 domaines d'apprentissage, il faut cibler lequel c'est. Et éventuellement, il y a un domaine secondaire, donc là, je vous les ai surlignés. Le domaine d'apprentissage, c'est interroger la patiente. Les deux membres du couple, je voulais souligner, s'il y a écrit interroge la patiente pour recueillir les antécédents des deux membres du couple, c'est qu'il va falloir faire quelque chose pour le deuxième membre du couple, même s'il n'est pas là, en ciblant les antécédents qui vont être utiles pour rechercher une étiologie à l'infertilité. Là, voilà. Normalement, vous avez vos mots-clés parce que vous avez travaillé, c'est les rangs A et les rangs B remis en scène de théâtre. Donc, âge, poids, toxique pour la femme, et puis prescrire les examens complémentaires adaptés. Là, on est dans le domaine secondaire. Et surtout, j'aurais dû vous l'entourer en rouge, ne pas proposer. En fait, là, le risque, c'est que la femme est infertile et vous commencez à parler de fécondation in vitro ou de n'importe quoi. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la première consultation de la femme infertile. Alors, donc, cette écho, c'est donc la situation de départ qui est difficulté à procréer. Donc, on est parfaitement dans le programme avec chercher facteurs de risque d'infertilité féminine et masculine. L'examen clinique, on n'a pas à faire. La fréquence, alors il y a sexologie, le bilan de première intention, à savoir prescrire, et puis le reste, là, ça y est pas. Donc là, aujourd'hui, dans cette Écosse, c'est entretien interrogatoire, le domaine principal, et stratégie diagnostique, le domaine secondaire. C'est pour ça que je pense que ce petit livret UNES est intéressant pour y revenir toujours chaque fois que vous avez un Écosse. Alors, le patient standardisé, parce que j'étais très curieuse de voir qui allait être le patient standardisé. Alors, il y en avait un, c'était le manip radio, voilà, et l'autre, c'était la secrétaire de la fac, voilà. Et ils ont été hyper formés. C'est vraiment sérieux. Ils ont des ateliers et en fait, l'idée, c'est qu'ils aient toujours le même comportement, les mêmes réponses et tout ça. Alors, c'est pas Isabelle Huppert que vous avez, mais à la limite, c'est ce qui est demandé pour pas qu'il y ait un changement d'attitude entre les étudiants. Donc, c'est pas non plus, c'est pas totalement, je trouve, dans la vraie vie parce que vraiment, ils jouent pas très bien quand même, mais ils sont hyper standardisés et l'idée, c'est qu'ils soient reproductibles. Je ne sais plus combien on a fait passer d'étudiants dans la journée, mais c'est beaucoup. Et à chaque fois, ils disent la même chose. Et donc, pour ça, ils sont reproductibles avec des scénarios hyper préparés. On les a préparés. Et si c'est de la pédiatrie, il y a les parents, en fait, il y a évidemment pas d'enfants. Et j'ai un petit peu louché quand même sur ce que fait le patient standardisé. Donc lui ou elle, là, elle a un scénario. Elle a 32 ans. Alors, vous n'aurez pas forcément le même âge, donc c'est à peu près dans ces eaux-là. Elle est assise sur une chaise. On lui a donné un état d'esprit, c'est-à-dire elle est très stressée à l'idée d'être infertile. Dans la vraie vie, elles sont toutes comme ça. Vous êtes déjà allé voir sur Internet, vous avez très peur pour la suite. Donc, on lui dit, vous devez exprimer des inquiétudes et questionner sur la nécessité d'examens complémentaires.
Et alors, ils ont à peu près tous une phrase de démarrage. Et là, attention, écoutez bien la phrase de démarrage, parce que vous allez rentrer dans la salle et dire bonjour, Madame Duchemol, je suis le docteur X, qu'est-ce qui vous amène? Ça aussi, pour la gestion du stress, c'est hyper important. Ayez toujours vos phrases de démarrage toutes faites. Mais après, dans la vie, quand vous serez médecin, vous commencerez toutes vos consultations de la même façon. C'est bonjour, je serre la main, le pchit avant, hein, pchit avant, je serre la main. Qu'est-ce qui vous amène? Et là, il a sa phrase, elle a sa phrase de démarrage. Bonjour docteur, mon médecin traitant m'adresse à vous, car avec mon compagnon, nous n'arrivons pas à avoir d'enfants. Mon compagnon n'a pas pu venir, il s'excuse, mais le médecin généraliste lui a prescrit un spermogramme qui est normal. C'est ça, c'est tous les jours hein, où elle arrive avec le spermogramme de son mari, voilà, comme ça, remplacer le patient. Et après, ils ont des consignes, mais ils ont un livret de consignes. La consigne, c'est déjà, en dehors de la phrase de démarrage, aucune information ne doit être révélée à l'étudiant si vous n'avez pas spécifiquement posé la question. Ça, c'est écrit comme ça pour le patient standard. Et à une question qui n'est pas abordée ci-dessous, vous répondez non. Et si la réponse non ne s'y prête pas, vous répondez je ne sais pas. Et là, le patient standard, lui, il a travaillé, il a beaucoup travaillé. Alors, ils sont hyper stressés, c'est rigolo. On est un peu obligé au début de leur dire que c'est pas eux qui passent l'examen. Ils sont stressés parce qu'ils veulent vraiment bien faire et ils ont compris l'enjeu que c'est pour vous. La première fois, ils nous regardent, ils font j'ai été bien. Alors, on dit j'ai été bien, voilà. Donc ils ont 5 pages de scénario et donc vous voyez, il va y avoir des réponses sur ce qui va être coté, sur quel est votre âge, quel est votre métier, depuis quand êtes-vous en couple, depuis quand essayez-vous de concevoir, est-ce que vous avez déjà enfants, est-ce que vous avez déjà été enceinte, comment sont vos règles? Oh, parfaitement régulières, tous les 28 jours. Les douleurs pendant les règles, est-ce que vous avez des problèmes gynécologiques? Donc là, vous voyez, ce qui est important, les premières phrases, c'est s'interroger pour savoir l'âge qui est un facteur pronostic de fertilité. Le métier, ça permet de cibler, mais ça dans la vie aussi, de cibler votre langage, de savoir que vous n'allez pas parler pareil à un enseignant qu'à quelqu'un qui a pas fait d'études, par exemple. La durée de vie en couple, la durée d'essai pour concevoir va permettre de calculer votre durée d'infertilité. Le fait d'avoir déjà eu des enfants ou être enceinte va permettre de savoir si vous êtes dans le cadre d'une infertilité primaire ou secondaire. La question sur les cycles va permettre de dépister indirectement les 10 ovulations. Donc là, elle a des cycles de 28 jours, donc elle est a priori normo-ovulante. Les douleurs, vous allez rechercher indirectement de l'endométriose. Les problèmes gynéco, des antécédents qui peuvent avoir un impact sur la fertilité. Bon, là, elle n'a pas grand-chose. Dans un interrogatoire, ça ne va pas forcément être coté, mais si vous posez la question, et je pense qu'il faut le faire dans le cadre d'un examen, dans un interrogatoire gynéco, si le suivi gynéco est fait avec un frottis à jour, la recherche de problèmes de santé, la taille, le poids. Là, on recherche les toxiques, hein, âge, tabac et obésité, des facteurs pronostiques, cannabis, tabac, vin. Est-ce qu'il y a des antécédents chirurgicaux? Les antécédents familiaux peuvent être intéressants, ça se demande en 10 secondes. Et là, elle va vous dire, bah, pas que je sache. Et puis, vous voyez que à partir du moment où vous avez des noms, pas que je sache, c'est normal, c'est que bah, vous faites fausse route. Enfin, en tout cas, que c'est pas coté. Voilà. Et là, ce qui est important et ce qui, pour moi, serait discriminant sur cette Écosse que j'ai inventée, c'est pas des annales, c'est pas dans la banque, c'est que, bah, pour moi, le piège, c'est ça, c'est que bien que le compagnon ne soit pas là, on va poser des questions, hein, parce que vous allez prendre en charge un couple et pas qu'une femme. Et donc là, l'âge du compagnon, son métier, hein, chez l'homme, les mots-clés, bah, ça va être l'âge, ça va être exposition toxique et à la chaleur. Et là, paf, il est cuisinier. Est-ce qu'il a déjà eu des enfants d'une autre union, aussi le poids et les toxiques. Voilà. Alors, parfois, vous partez complètement dans tous les sens. Donc là, vous avez de la chance, il y a une phrase de relance. Si vous n'avez pas lu le deuxième point de votre situation clinique, qui est l'objectif secondaire, mais docteur, je n'ai pas des examens à faire de mon côté. Voilà. Donc ça, phrase de relance, mais pas forcément. Voilà. Donc, prenez bien le temps. Vous n'êtes pas, enfin, on vous demande pas grand-chose dans les Écosses, en vrai.
Donc prenez bien le temps de lire la situation clinique pour pas partir dans tous les sens. Donc ça c'est un exemple de grille donnée aux patients standardisée qui est dans le truc de l'UNES. C'est pour vous montrer, vous voyez que si vous voyez que le patient standardisé, en fait, voilà, il joue pas la comédie, il va vous dire non, il va vous donner il va vous donner la réponse si elle est cotée. S'il commence à dire trop de non, je sais pas, non ou je sais pas, c'est que vous faites fausse route. Je vous dis ça parce que il y avait une Écosse, enfin, je sais qu'il y a des fuites hein, sur Internet, mais il y avait une Écosse d'accident du travail et d'une sciatique et il y a quand même des étudiants qui sont partis sur le bien-être au travail. C'était plus le sujet et donc le patient standardisé il disait non, pas que je sache, non ça va et bon donc c'est si vous regardez votre patient standardisé et que vous n'avez pas de réponses qui sont instructives ou informatives, c'est que vous faites fausse route. Donc, réfléchissez à vos situations cliniques de départ. Vous avez le droit de prendre des notes. Hein. Un médecin, quand on consulte, si vous regardez un médecin qui consulte, soit il tape en même temps sur son ordinateur, soit il prend des notes sur ce qui raconte le patient. Hein. Donc voilà, ça c'est. Et vous avez d'ailleurs un stylo et un papier pour prendre des notes et aussi pour faire des schémas. Parce qu'il y a des écosses où faire un schéma au patient. Et dans la vraie vie, si par exemple vous devez expliquer une intervention chirurgicale, schéma, vu que c'est à vous d'apporter la preuve de l'information en droit, vous faites un schéma daté qu'ensuite vous allez même laisser dans le dossier avant et de le donner au patient. Bref, donc vos connaissances des écosses, et on reprend toujours ce cas clinique, bah, ça va faire appel exclusivement à des connaissances de rang A et de rang B, donc rien de nouveau, mais à mettre à la sauce clinique. Donc c'est pour ça qu'il faut aller en consultation. Donc, en l'occurrence, pour cette Écosse, bah, les mots-clés peuvent vous aider. C'est-à-dire, pour chaque question, vous avez les mots-clés. Pour l'infertilité, bah, c'est la durée de l'infertilité, âge, toxique, obésité. Donc là, vous avez votre interrogatoire. Là, vous avez histographie ou hyphosie, échographie, bilan hormonal. Vous avez le bilan de première intention de la femme et puis spermogramme, vous avez le bilan de première intention de l'homme. Là, en l'occurrence, le petit piège, c'est qu'il était déjà prescrit et normal. Enfin, piège, on ne vous enlève pas des points si vous le demandez. Donc là, le rang A et le rang B, et il faut savoir interroger une femme et un homme infertile et connaître le bilan de première intention. Donc, rien de bien méchant. Alors, remettons-nous sur cette situation clinique. Attention hors sujet. Enfin, bon, c'est vrai que j'ai été examinatrice d'un Écosse qui, à mon avis, a été très discriminant parce qu'il y a eu beaucoup de hors sujet. Donc, pour pas faire hors sujet, il faut respirer bien devant la porte. Voilà, il vaut mieux, faut pas rentrer vite à tout, hein, et il faut, voilà, cibler bien. Donc là, il faut focus sur ce qui est demandé, les antécédents des membres du couple, les antécédents utiles, les examens complémentaires adaptés, et vous partez sur ça, hein, et vous ne devez pas parler de FIV. Voilà, moi, ce que j'aurais mis dans la grille. Alors, ce que je pourrais rajouter, peut-être que après on s'améliore aussi, hein, c'est la fréquence des rapports sexuels, en sachant que c'est pas évident à demander en un interrogatoire. Souvent, moi, je le demande pas de but en blanc. Enfin, parfois, quand je fais passer avant, on faisait les situations cliniques dans les services. D'emblée, l'étudiant, il faisait alors, vous avez des rapports. C'est un peu abrupt. Donc, souvent, à la fin de l'interrogatoire, ce qui est pas mal, c'est de dire voilà, résumons. Ça fait donc 1 an que vous essayez d'avoir des rapports, d'avoir un enfant. Après des rapports que j'imagine réguliers, vous en avez combien par semaine? Vous voyez, de glisser ça avec un petit peu de tact, parce que si vous, dès le début de la consultation, vous faites alors, vous avez des rapports, ça se passe bien, ça va pas le faire. Donc voilà ce qui est observé ou non observé. Alors nous, en tant qu'évaluateur, attention, on a les et.
On a les et donc soit ça y est pas, et c'est ralent parce que parfois, il n'y a qu'un truc qui est demandé. Si c'est pas les deux, vous n'aurez pas le point. Donc la durée de l'infertilité, c'est pas très discriminant. L'âge de la patiente, pas très discriminant. Les antécédents, vous allez les demander. Tabac toxique. Alors curieusement, moi j'ai fait quand même un Écosse sur un infarctus. Je ne demandais pas si les gens fumaient. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc, tabac toxique et fertilité, c'est très important. Poids et taille, voilà. Se renseigner sur le cycle menstruel. Là, c'est discriminant parce que souvent, l'étudiant ne voit qu'un, ne demande pas les antécédents du compagnon. Donc, l'âge et le métier. Est-ce qu'il y a des antécédents particuliers? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il prend du cannabis? Honnêtement, ça prend 30 secondes à demander et c'est observé ou non observé. Ensuite, alors vous allez me dire, vous aurez peut-être demandé d'autres choses, ça compte pas. Ensuite, soit vous avez eu besoin de la phrase de relance parce que vous ne partez pas sur le deuxième objectif de l'Écosse. Et donc là, le bilan hormonal, et là, sans détail sur le bilan hormonal, mais voilà. Les sérologies préconceptionnelles et avant MP, ça c'est hyper important. Ça peut être discriminant, mais bon, imagine, on ne peut pas. Dans la loi, c'est obligatoire d'avoir hépatite B, hépatite C, HIV et syphilis. Avant tout AMP et avant une grossesse, et toxoplasmose et rubéole, on vérifie que la patiente est bien immunisée pour la rubéole. Ça, c'est la base de toute femme qui veut un enfant, et d'autant plus si on doit passer par une AMP. Donc, vous prescrivez une échographie pelvienne par voie endovaginale. Donc là, vous avez le mot-clé. Après, là où vous allez avoir les points pour la suite, c'est votre façon d'expliquer à une patiente comment va se passer l'échographie ou comment va se passer l'évaluation de la perméabilité tubaire. L'hystérographie et ou l'hyphosie, de dire voilà, c'est selon l'examen que vous allez prescrire, de dire voilà, je vais vous prescrire une hystérographie, ça se passe chez le radiologue, vous êtes en position gynécologique, on va vous injecter dans l'utérus un produit opaque qui va permettre de voir la perméabilité des trompes. C'est un examen qui n'est pas très agréable. Il faut le faire chez un radiologue qui a l'habitude, mais ne vous inquiétez pas, quand le radiologue a l'habitude, ça ne fait pas si mal que ça. Parce que les femmes vont sur les blogs et pour elles, voilà. Et voilà, de la même façon, l'échographie pour voir comment sont l'utérus et les trompes, ça va se passer par les voies naturelles, la didada. Donc en fait, voilà, il y a les mots-clés sur l'aptitude clinique et puis après, il y a le comment vous le formulez et le reformulez. Là, ce qui peut être discriminant, c'est que à la fin, vous prescrivez votre bilan de première intention, laisse pas les gens dans la nature et vous proposez de revoir la patiente en couple parce que les résultats et la prise en charge vont concerner le couple. Et ça va être le petit plus qui va permettre de différencier les très bons, des bons et des un peu moins bons, mais surtout des très bons. Ceux qui vont avoir penser à la prise en charge intégrative du couple, c'est des gens qui auront un petit peu de terrain. Alors, je vous ai mis d'autres exemples de grilles d'aptitude clinique pour l'interrogatoire. Donc, les sources, c'est sur UNES. Bon, là, moi, je demande juste à se renseigner sur le tabagisme. Mais si, par exemple, vous avez un infarctus ou vraiment une pathologie ou l'arrêt du tabac, enfin, voilà, parfois, on peut vous demander plus. Hein. Donc, si vous fumez, il faut évidemment toujours quantifier le tabagisme et la durée du tabagisme. Hein. Ou si j'ai arrêté de fumer, depuis quand? Parce que parfois c'est la veille, et puis pendant combien de temps la personne a fumé. Et alors, voilà, parfois, observé, non observé, là, vous voyez, pour l'hyperparathyroïdie, il faut les trois. Hein. Enfin, non, il faut au moins deux. Et là, poids, taille, calcul IMC, là, il est demandé les trois et observé, non observé. Donc, même parfois, pour nous, c'est un peu frustrant parce que s'il n'y a pas les trois, on ne peut pas mettre le point. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment. Voilà. Parce que, bon, globalement, vous avez à peu près tous les mêmes connaissances, vous n'avez pas tous la même façon de les organiser.
Aller en consultation, pourquoi? Pour l'interrogatoire, parce que bah, il y en a qui partent dans tous les sens, quoi. Il y en a qui partent dans tous les sens et qui vont partir sur les prescriptions d'examen sans avoir demandé l'âge ni le tabagisme, hein. Voilà. Alors, le fond et la forme. Donc, l'entrée dans la salle. Donc, vous avez bien respiré devant la porte. Vous avez bien, voilà, faut être une machine, hein. Vous avez vu ce qu'on vous demande. Vous avez vu surtout ce qu'on vous demande pas. Vous rentrez, vous êtes là, ça y est, vous êtes au théâtre. En fait, vous n'êtes pas au théâtre, vous êtes dans votre vie dans 8 mois. Il y a le fond et la forme, hein. Alors, ça, c'est noté, je vous ai gardé, c'est mon truc. Je notais les tics de langage sous stress. Donc, en fait, mais même probablement que moi, en consultation, j'ai aussi des tics de langage, mais sauf qu'en fait, ça ne fait pas médecin. Voilà, c'est-à-dire tac, tac, tac. Quand vous réfléchissez, en fait, il y a ceux qui se font leur cours. Donc, ils sont devant leurs patients standardisés et ils font, vous avez quel âge? Est-ce que vous fumez? Donc, vous avez les réponses. Et là, vous prenez des notes et vous regardez votre feuille, vous faites, bon, tac, 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 tac. Enfin, jamais en consultation devant un patient, vous ferez tac, 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 tac. Ou vous posez une question et puis vous arrêtez au milieu de la question, vous faites bon, etc. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est jamais vous posez une question à un patient en disant bon, est-ce que vous fumez, etc. Voilà, le d'accord sous stress c'est le plus vu, c'est-à-dire que dès que le patient standardisé répond bah, j'ai 32 ans, d'accord. Est-ce que vous fumez? Oui, combien de cigarettes par jour? D'accord. Donc, où chaque mot est ponctué d'un d'accord, voilà. Les OK, bon alors, les du coup. Donc, j'avais noté problème interrogatoire, c'est-à-dire qu'il y a enfin, il y a quand même pas mal d'entre vous qui ne savent pas interroger en début de 6e année. Donc, si vous ne savez pas interroger, c'est il faut aller à l'hôpital, voilà, ou en consultation. Vous allez voir vos aînés, on apprend à interroger, on apprend à cibler sur notre domaine de compétences parce que bah, y a des choses qui vont nous intéresser plus que d'autres. Donc ça, c'est clairement, il faut vous former à l'interrogatoire, à parler aux gens, à voir comment on parle aux patients. Voilà, donc les autres types de langage, c'est très bien, très bien, très bien, très bien, ou parfait, ok, très bien, ou voilà. Et alors, moi, j'avais trouvé ça très mignon, mais quand vous avez compris que vous avez le point, de faire OK, bah super, devant le patient standardisé qui lui consulte pour une infertilité. Donc là, le OK, ben super pour la personne qui a fait un infarctus, c'est pas hyper adapté. Donc attention à vos tics de langage. Je sais que c'est pas facile vu que c'est un tic, mais ça va participer à la forme. C'est-à-dire que vous allez avoir vos points. Alors vous êtes super content d'avoir vos points, mais il y a la suite de l'Écosse. Et la suite, c'est attitude et communication. Et là, c'est là où votre façon de communiquer et de vous tenir va quand même jouer. Je pense qu'il y a une petite variabilité interobservateur parce que bah, moi-même, parfois, j'avais parfois un peu du mal entre satisfaisant et très satisfaisant. Remarquable, allez, il y en a 2, 3 dans la journée qui sont extraordinaires, voilà. Où on se dit, mais moi, je veux que ça devienne mon médecin. Globalement, vous êtes satisfaisant. Quand c'est limite, voilà, limite, j'ai rarement mis de l'insuffisant. Voilà, ça, il peut y avoir une petite variabilité en sachant que nous n'avons pas le droit de communiquer entre nous. Donc, voilà, je sais peut-être que les points peuvent s'équilibrer. Si moi j'ai mis satisfaisant, l'autre très satisfaisant. Donc ça, voilà. Mais vous voyez bien que dans l'aptitude à questionner, donc ça, c'est les grilles de l'UNES. Relisez bien quand vous allez soit vous entraîner sur des écosses formatifs, c'est que bah, ça va être votre jargon. N'utilisez pas, attention au jargon médical. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le métier de la patiente pour savoir reformuler. Et ceux qui sont bons, c'est ceux qui disent voilà, je vais vous prescrire une hystérographie qui consiste, c'est un examen qui dada. Parce que dans la vie, c'est comme ça, si vous êtes un bon médecin. Et voilà. Et donc, on voit d'ailleurs les étudiants que les écoles sont forcés finalement à apprendre à parler. Et je trouve ça très bien.
Et puis bon, bah, il y en a où bah, ils ont ça dans le sang, de parler, ils ont de l'empathie. En fait, on voit déjà votre empathie dès les écosses, et ça, je trouve ça extraordinaire. Et globalement, quand même, vous êtes bon, hein. Voilà. Donc voilà. D'après moi, ensuite, vous voyez dans ces aptitudes, il y a l'aptitude à structurer et mener l'entrevue. Il y a la meilleure formation, ça sera en consultation pendant votre stage. Et on voit honnêtement, quand on vous voit en 8 minutes, on sait déjà si vous êtes allé en stage ou pas. Mais c'est flagrant. Et parce que bah, il y a la façon de mener de façon logique, de regarder la patiente ou le patient, de cibler, de reformuler. Voilà. Voilà. Là, on peut, sur les aptitudes à structurer les entrevues, on peut avoir des performances limites quand ça part un peu dans tous les sens et où l'unique but de l'étudiant, c'est de gagner les points, de la grille. Parce que ça, ce qui est certain, c'est que pour la grille, peu importe dans l'ordre dans lequel vous demanderez les choses, vous avez les points, vous n'avez pas les points. Sauf qu'en fait, quand on voit la chasse aux points, on a plus l'impression de quelqu'un qui chasse ses points que de quelqu'un qui parle à un patient. Et là, il y a des vraies différences sur les aptitudes. Sachez, apprenez à reformuler le jargon médical. C'est très bien qu'on vous forme dès maintenant. On a tous vu des vieux médecins où les patients à la fin disent j'ai rien compris. Bah, le professeur, il avait l'air très fort parce qu'il m'a dit plein de choses que j'ai pas compris. Bon, je vous le fais à la Marseillaise, mais le nom ou les personnes âgées, c'est spécialiste pour ça parce que maintenant les jeunes se rebellent un peu. Personnes âgées, ils font ah, le docteur, il m'a dit des choses, mais il est très savant. Hein, je sais, j'ai pas compris. Voilà, donc ça, c'est très bien qu'on vous forme à ça. Il faut être adapté à la situation, à votre patient et reformuler votre jargon, pas de jargon médical, ça va vous coûter des points. Alors, mais je sais déjà ce que vous me dites derrière l'écran. Oui, mais si on ne dit pas le mot-clé, on n'a pas les points. Ben, vous faites les deux. Faites les deux. Honnêtement, vous avez 10 à 15 points, donc vous saurez, voilà. Et ça, parce que j'ai vu en Écosse enfin, un webinaire d'étudiants qui disent regardez l'examinateur, comme ça vous voyez quand il coche les points. Mais si vous regardez l'examinateur, vous ne regardez plus votre patient. Donc de toute façon, voilà, dans les communications non verbales, pour être très satisfaisant, il faut regarder la patiente. Il ne faut pas regarder l'examinateur. Et donc, ben, voilà. Blandine, Oui, tu m'entends? Je peux t'interrompre une seconde? oui, Je pense oui. que c'est effectivement important d'apprendre à reformuler, mais aussi de poser la question aux patients standardisés, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? On Ah a une oui. question justement, tu une question de Lisa qui demande si les Parce que patients standardisés apprennent les scénarios le jour même ou s'ils l'ont en non, amont. non, ils l'ont longtemps en amont. Ils l'ont longtemps en amont. Ils ont des. Et alors, tout reste secret parce que, en fait, nous, on a changé de fac, hein, donc on ne sait absolument pas qui va être le. Et il y a aussi des gens du civil que ça intéresse. Mais en tout cas, il n'y a aucun professionnel de santé qui est sciences standardisées. Et ils ont des. Et ça leur demande du travail. Et c'est pour ça qu'ils arrivent d'ailleurs un peu stressés parce qu'ils ont vraiment travaillé leur rôle. Et ils se sont entraînés, et ils se sont entraînés, je sais, en atelier entre patients standardisés pour la même station. Non, non, eux ne découvrent pas. Nous, on découvre pour éviter les fuites. On découvre, mais eux connaissent leur rôle. Mais ils ne connaissent pas les grilles d'évaluation. Hein. En fait, tout est hyper sectorisé. Hein. Voilà. D'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions, je te laisse continuer. Voilà, mais j'ai bientôt terminé. Alors voilà, et à la fin, il y a la performance globale et que l'on fait en général quand vous partez. Voilà, le temps que vous partiez, vous dites au revoir, voilà. Et c'est vrai que là, ce que dit Xavier, est-ce que j'ai répondu? Est-ce que vous avez des questions? Ça sera pas coté dans le truc quantitatif, mais ça fait partie même de votre boulot de médecin. Si vous voulez pas voir la question du pas de la porte, c'est est-ce que vous avez des questions? La question du pas de la porte, c'est que vous dites au revoir, vous ouvrez la porte, et là, il vous fait, au fait, docteur, j'ai oublié de vous demander. Voilà. Donc, en effet, est-ce que vous avez des questions? Donc, ensuite, les performances globales. Là, c'est la grille UNES. On doit
voilà, on doit vous coter. Et là, c'est pas tellement subjectif parce que on va avoir. Alors là, je l'ai fait là comme ça, mais c'est pour vous montrer, c'est que bah on a les et. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez être remarquable, vous avez demandé les antécédents de la patiente et du compagnon, et vous avez pris les toxiques, recherché les toxiques, et vous avez prescrit tous les examens paracliniques, et vous avez proposé de revoir le couple en consultation pour envisager la suite. Vous devenez très satisfaisant si vous avez fait tout ça, mais vous avez oublié de reproposer le couple en consultation. Et en fait, à chaque fois, vous enlevez un truc pour arriver en insuffisant. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez tout oublié, vous êtes insuffisant. Mais voilà, en satisfaisant, vous avez fait la femme et son compagnon, vous avez recherché les toxiques, vous avez prescrit les examens cliniques, mais vous en avez oublié un. Voilà. Donc après, dans les limites, c'est que vous avez oublié les toxiques, vous avez fait les examens paracliniques. Donc là, la performance globale, elle est très codifiée. C'est un peu ralent d'ailleurs parce que parfois on vous a trouvé bon et paf, il manque un truc et on peut pas vous mettre en remarquable ou en très satisfaisant. Donc ça c'est un peu le truc, mais bon, c'est le jeu. C'est là l'idée, enfin on a bien vu que que les Écosses c'était pas une formalité, que ça pouvait en effet vous faire changer votre classement. Et mais je pense que c'est pas. J'ai entendu des étudiants dire que c'était injuste comme épreuve. Eh ben moi, je trouve ça pas si injuste que ça, parce que vraiment, je trouve que ça départage vraiment les traits. Enfin, il y a certains d'entre vous sont déjà des excellents médecins, et je trouve que ça doit, voilà, l'expérience acquise sur le terrain, la façon de parler, l'empathie, ben, ça vaut aussi des points autant que des connaissances de rang rare. Donc voici pour ma Blandine, partie, on va dire, plus explicative, hein, oui. est-ce que je peux rajouter un point? Vous allez voir Bien que sûr. les grilles ne sont pas forcément sur 20 parce que les grilles, Non, vous avez généralement entre 10 et 15 éléments cliniques de ce que vous dites. Après, vous avez l'évaluation de votre attitude et en général, il y a 3 éléments de notation qui sont donnés. Et après, on ramène la note sur 20 en fait. Donc la grille totale n'est pas forcément sur 20. Et l'attitude globale, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr qu'elle joue dans la note, mais elle permet de s'assurer que c'est concordant, en fait, que tout est cohérent. Parce que si vous avez une mauvaise concordance globale et que vous avez une bonne note ou l'inverse, ça permet de voir s'il peut y avoir une erreur sur la notation. Enfin, ça donne une cohérence à votre estimation, en fait, à il votre faut notation. savoir que nous, on n'a aucune idée des points. C'est-à-dire que quand on est évaluateur, on a juste nos tablettes et on coche si c'est fait, pas fait. Mais on n'a aucune idée des Et en points. fait, ici, Blandine, c'est 0, enfin, fait, c'est 1 point, pas fait, c'est 0. Oui, Et d'accord. après, c'est ramené sur 20. Voilà, c'est ça. Oui, oui, mais les performances, c'est 0,25, 0,50, Ouais, les 0,75. performances, chaque performance est notée sur 1 point, de 0 à 1 point, avec de 0,25, 0,5, 0,75. Ouais. Mais nous, on n'a pas Chaque la note performance. qui s'affiche de l'étudiant, on ne sait Non, pas en fait. Voilà. non. Voilà. Donc en gros, il faut que vous pensiez que vous avez un tiers, quasiment un tiers de votre note, pas tout à fait un quart, qui dépend de votre attitude globale. En gros. Blandine, je prends la suite? Et oui, il y a des questions. Alors, je sais pas, Non, il y je a n'ai pas, pas j'ai accès pas aux vu questions. d'autres questions. S'il y en a, vous pouvez utiliser le chat, hein, on suit. Blandine, s'il y a des questions, je te laisserai peut-être regarder le chat pour moi pendant que je présente. Je regarde le chat, c'est bon. Alors, du coup, je vais vous partager mon diaporama. Je suis Xavier Carcopino. Donc, j'étais aussi, comme Blandine, elle vous l'a dit, j'étais j'ai eu la chance d'être un des correcteurs, enfin des personnes en charge de la correction des écos. On vous a préparé, là on va faire ensemble 3 écos. Alors Blandine vous l'a expliqué, on n'a pas le droit de vous présenter des écos qui ont des annales, puisqu'en fait on est tenu par un droit, enfin on n'a pas le droit de communiquer sur les sujets, donc ça on peut pas vous en parler. Mais les échos qu'on a présentés là, on va dire, c'est une projection ou on s'est inspiré de ce qu'on a eu en échos pour vous faire les échos qui sont donnés là. Donc vous allez voir 3 sujets.
Un point important, on vous a préparé un sujet de simulation avec un mannequin. Vous aurez forcément une station de ce type-là, voire deux. Donc préparez-les parce que il n'y en a pas beaucoup et c'est quasiment sûr que vous les aurez. Alors on va commencer avec cette première vignette. Vous êtes interne de médecine générale en stage de gynécologie. Vous recevez Madame Listérios qui souhaite un renouvellement de la prescription de sa contraception. C'est la première fois que vous rencontrez cette femme. Elle vient de déménager dans la région pour son travail. Elle est ingénieure agronome. Elle a toujours eu un suivi gynécologique régulier. Son dernier test de dépistage du cancer du col date de 2 ans et était négatif. Elle prend une contraception orale œstroprogestative mini-dosée depuis maintenant 5 ans qu'elle tolère très bien. Elle a 2 enfants, une fille de 8 ans et un garçon de 6 ans, tous les deux nés par voie basse. Ces 2 grossesses ont été d'évolution normale. Elle n'a jamais eu d'autres grossesses. Elle n'a aucune maladie chronique, ne prend aucun traitement en dehors de sa contraception. Elle a fait un bilan glucidolipidique l'an dernier qui était normal. Juste avant de vous voir, elle a été vue par l'externe des consultations qui lui a mesuré la pression artérielle à 130/70 et la fréquence cardiaque à 70 battements par minute. Donc pour cette station d'Écosse, vous devez l'interroger au mieux pour répondre correctement à sa requête, répondre à sa requête en justifiant votre réponse. Vous ne devez pas procéder à l'examen clinique, proposer un bilan, ni rédiger une ordonnance. Donc, je reviens sur ce que vous a dit Blandine, de notre expérience et de ce que j'ai pu voir. Déjà, clairement, beaucoup d'entre vous perdent des points parce qu'ils vont trop vite sur la lecture du sujet. C'est fondamental de passer du temps sur la lecture de la vignette pour bien identifier ce qu'on vous demande et, comme vous l'a dit Blandine, ce qu'on ne vous demande pas. Parce que le nombre d'étudiants qui commencent à proposer un bilan ou à faire une interrogatoire alors qu'on ne leur demande pas de le faire. Donc faites uniquement ce qu'on vous demande et il n'y a que comme ça déjà que vous allez optimiser votre station. Donc là, on a sur cette vignette, chaque élément compte. Alors Blandine, si tu as besoin de m'interrompre pour apporter des précisions, n'hésite pas. Chaque élément compte. Et bien évidemment, il y a des informations que vous avez déjà et il y en a que vous n'avez pas. Et puisque vous allez devoir l'interroger, il va falloir que vous meniez votre interrogatoire de façon assez maligne pour slalomer entre les informations que vous avez et celles qui vous manquent. Et bien évidemment, vous êtes dans une situation de contraception. Vous avez une patiente qui a une pilule œstroprogestative et tout de suite, il va falloir que vous pensiez à cibler votre interrogatoire sur les contre-indications de la prescription de la pilule œstroprogestative ou de la contraception œstroprogestative en général, puisque vous vous doutez bien que si on vous pose ce sujet-là, c'est qu'il va y avoir probablement un piège. Alors, on va regarder ensemble le scénario qui est donné pour la participante standardisée. Donc, ce serait typiquement ce qu'on donnerait aux patients standardisés pour préparer son écos. Donc, vous êtes Madame Listérios, vous avez 36 ans. Vous êtes assis sur une chaise, vous venez d'arriver en consultation où vous avez d'abord vu l'externe qui vous a mesuré la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Vous venez de déménager dans la région pour votre travail. Vous avez toujours eu un suivi gynécologique régulier et êtes à jour dans votre suivi. Vous consultez car vous arrivez bientôt au bout de votre dernière plaquette de pilule et n'avez pas d'ordonnance pour pouvoir renouveler celle-ci. Votre phase de démarrage, donc comme vous l'a expliqué Blandine, le patient standardisé a une phase de démarrage. Là, quand l'étudiant arrive, la patiente standardisée va dire « Bonjour docteur, j'aurais besoin que vous me fassiez une ordonnance pour que je puisse aller à la pharmacie acheter ma pilule. J'arrive bientôt à la fin de ma dernière plaquette. » Les consignes générales. Alors ça, c'est très important parce que ça va vous donner des pistes parce que les consignes générales, c'est quasiment toujours les mêmes pour les patients standardisés. En dehors de la phrase de démarrage, aucune information ne doit être révélée si l'étudiant n'a pas spécifiquement posé la question. C'est-à-dire que le patient standardisé ne va pas essayer de vous repêcher. À une question qui ne figure pas dans la liste ci-dessous, vous devez répondre par non ou bien par je ne sais pas si la réponse non ne s'y prête pas. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous commencez à voir le patient standardisé qui vous dit je ne sais pas, c'est que vous êtes hors sujet. D'accord? C'est que vous êtes en train de sortir du cadre de ce qu'on demande. Donc clairement, là, il n'y a pas de phrase de relance, il y a une phrase de démarrage. Et si vous n'êtes pas dans le cadre, le patient standardisé va vous dire ou non ou je ne sais pas. Alors regardez les consignes qu'on donne aux étudiants, aux patients standardisés. Donc en fonction des questions que vous avez posées, comme Blandine vous l'a présenté tout à l'heure, on va avoir des réponses. Donc si vous demandez quel âge avez-vous, ben, elle va répondre je viens d'avoir 36 ans. Dedans, il y a des informations qui sont essentiellement des informations que vous n'avez pas dans la vignette clinique, bien évidemment. Quelle est votre taille? 1,68 m.
quel est votre poids? Je pèse 54 kilos. Sur vos antécédents médicaux, ben, je n'ai aucun problème de santé et je n'ai jamais vraiment été malade. Donc voilà ce que la patiente standardisée répondrait. Sur vos antécédents thromboemboliques, je n'ai jamais fait de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Sur vos antécédents chirurgicaux, j'ai juste été opéré de l'appendicite quand j'étais petite par célioscopie. Sur vos antécédents obstétricaux, j'ai 2 enfants, tous deux nés par voie naturelle avec 2 grossesses normales. Je n'ai jamais fait de fausse couche ou d'IVG. Sur vos antécédents familiaux, ma grand-mère est morte des suites d'un cancer du sein à 80 ans. Est-ce que vous fumez? Oui, je fume environ un demi-paquet par jour depuis 15 ans. Est-ce que vous prenez de l'alcool? Oui, mais uniquement de manière occasionnelle. Est-ce que vous prenez des drogues? Je n'ai jamais pris de drogue de toute ma vie. Sur votre travail, je suis ingénieur agronome. Alors en fait, ça c'est des informations qu'on a déjà dans la vignette, mais on précise quand même pour qu'il n'y ait pas de surprise sur le patient standardisé sur ce qu'il va répondre. Sur l'âge de vos premières règles, j'ai eu mes premières règles à 13 ans. Sur la durée de la prise de la pilule œstroprogestative, donc j'ai commencé cette pilule après la naissance de mon fils il y a 6 ans, mais je l'avais déjà prise avant mes grossesses. Sur la tolérance de la pilule, je la tolère bien. Sur la régularité des cycles, j'ai toujours eu des cycles réguliers. Et sur la durée et l'abondance des règles, j'ai des règles qui durent 4-5 jours et qui sont d'abondance normale. Donc je vous rappelle qu'ici, on va devoir, si je vous renvoie sur ce qu'on va devoir faire, on doit l'interroger pour répondre à sa requête. Et sa requête, c'est je veux qu'on renouvelle ma pilule. Et on va devoir justifier la réponse qu'on va donner au terme de notre interrogatoire. Donc en clair, là, vous avez clairement identifié qu'on va se focaliser sur un élément. Est-ce que cette patiente peut reprendre sa pilule? Et en clair, est-ce qu'elle a des contre-indications? Et souvent dans les échos, on va vous va vous induire en erreur. Et en particulier, eh ben, on va vous faire penser que le collègue qui donne la pilule avant, donc si elle a des ordonnances, c'est qu'elle peut la prendre et donc il n'y a pas de problème. Et ben, effectivement, là, il y a un piège puisque vous allez voir qu'il y a un problème. Donc voilà la grille. Donc là, vous avez chaque item qui va être coté. Observé rapporte 1 point, non observé rapporte 0 point. Et vous avez se renseigne sur l'âge de la patiente, 1 point, se renseigne sur le poids et la taille de la patiente. Là, c'est un item où si vous demandez que le poids, vous n'aurez pas de point du tout. C'est-à-dire pour avoir les items, il faut et le poids et la taille de la patiente. Ça, Blandine vous l'a déjà expliqué. Alors, ces éléments-là, quand vous faites un interrogatoire, là aussi, Blandine vous l'a dit, je vous le répète, j'ai eu exactement la même impression. Clairement, beaucoup d'entre vous ne savent pas mener un interrogatoire. Et pour savoir mener un interrogatoire, il faut que vous ayez un plan structuré, que vous dérouliez de façon hyper systématique. Et votre plan structuré, un interrogatoire, si je le résume, ça devrait être pourquoi vous venez, quel est votre âge, quelle est votre taille et quel est votre poids. Et ça, c'est fondamental parce que là, en l'occurrence, si elle est obèse, ben, ça peut devenir une contre-indication à la pilule. Et l'âge, vous allez voir que va ici peser dans la décision de prescrire une contraception. Donc ça, c'est fondamental parce que le patient que vous avez en face de vous, le patient standardisé, s'il est censé jouer un homme de 35 ans et qu'il en a 55, eh ben vous allez être induit en erreur et vous ne pourrez pas le deviner. Donc il faut que vous posiez ces questions fondamentales. Donc pourquoi vous venez? Âge, taille, poids, antécédents médicaux, reformuler, est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce que vous avez des maladies chroniques? Est-ce que vous prenez des traitements? Est-ce que vous êtes suivi pour une maladie grave? Antécédents chirurgicaux, je reformule, est-ce que vous avez déjà été opéré et si oui, de quoi? Antécédents gynécologiques et obstétricaux, si elle est ménopausée, ben on va poser des questions sur l'âge de la ménopause, etc. Combien d'enfants, combien de grossesses, comment sont passées les grossesses, les accouchements? Prise de contraception, suivi gynécologique, dépistage des cancers, col et sein. Antécédents familiaux, est-ce qu'il y a des maladies graves dans votre famille? Toxique, est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous prenez des drogues? Mode de vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous vivez en couple? Est-ce que vous êtes isolé? Est-ce que vous êtes dans des conditions sociales adaptées? Et enfin, vous faites préciser l'histoire de la maladie et les symptômes. Et ça doit être un interrogatoire qui doit être standard. Vous allez adapter. Ici, on n'a pas l'histoire de la maladie. On a une patiente qui vient pour sa pilule. On va se focaliser sur un interrogatoire qui va cibler les contre-indications à la pilule œstroprogestative. Donc, on a âge, taille et poids. Donc, si vous avez demandé que la taille, c'est 0, vous avez compris. Se renseigne sur l'existence d'un antécédent personnel et familial au premier degré d'accident thromboembolique veineux. C'est-à-dire, si vous demandez uniquement à la patiente, est-ce que vous avez déjà fait une phlébite? Eh bien, ça sera 0. Par contre, si vous demandez personnel et familial, vous aurez le point. Et là,
vous avez le droit, et ce sera l'élégance, de reformuler. Est-ce que vous avez fait une phlébite ou est-ce que vous avez déjà eu une veine qui s'est bouchée dans les jambes? Et là, vous êtes adapté et vous reformulez pour vous mettre à la portée de votre patient. Se renseigne sur l'existence d'un antécédent personnel et familial au premier degré de thrombose artérielle. Je reformule, est-ce que vous avez déjà fait un infarctus du myocarde? Est-ce que vous avez fait un accident vasculaire cérébral ou un accident transitoire cérébral? Et est-ce que quelqu'un de votre famille au premier degré a déjà fait ça, votre maman ou votre papa ou un frère ou une sœur? Se renseigne sur l'existence d'un tabagisme et si vous avez la réponse oui, je fume, il faudra automatiquement que dans vos consignes, vous pensiez à conseiller au patient ou à la patiente d'arrêter de fumer et de lui proposer un substitut nicotinique ou une aide pour au sevrage tabagique. Ça parce que là, pour le coup, c'est un moyen de récupérer des points. Se renseigne sur l'existence d'un antécédent personnel de cancer hormonodépendant, et là on déroule les contre-indications à la pilule, cancer du sein et cancer de l'endomètre. Se renseigne sur l'existence de migraines, je vous rappelle que les migraines avec aura sont une contre-indication formelle à la pilule. Informe la patiente qu'il ne peut pas renouveler sa prescription de contraception œstroprogestative. Donc on a terminé l'interrogatoire. Vous voyez qu'il y a peu de points sur l'interrogatoire parce que vous avez déjà beaucoup d'éléments, mais là vous avez déjà identifié le fait que cette patiente a plus de 35 ans, je vous rappelle elle a 36 ans, et qu'elle fume, et que l'association tabac et âge de plus de 35 ans devient une contre-indication formelle à la pilule œstroprogestative. Si vous loupez ces infos dans l'interrogatoire, vous n'aurez pas la consigne qui sera que vous ne pouvez pas prescrire le renouvellement de cette pilule. Donc là, évidemment, vous avez informé la patiente que vous ne pouvez pas renouveler sa prescription de contraception œstroprogestative. Vous avez informé la patiente ensuite sur le fait que la contraception œstroprogestative est désormais formellement contre-indiquée chez elle, ou aussi acceptée contre-indication absolue. Et vous allez justifier votre refus de prescrire une pilule, de represcrire la pilule, par le fait que son âge est de plus de 35 ans et qu'elle fume et que ça devient une contre-indication absolue. Et vous pouvez reformuler en disant prescrire la pilule chez vous vous expose à des risques pour votre santé qui ne nous permettent pas de renouveler cette prescription. Évidemment, vous avez pensé à conseiller à la patiente d'arrêter de fumer et éventuellement, vous pouvez parler d'aide de substitut nicotinique, comme je vous l'ai dit. Et comme vous avez refusé cette contraception œstroprogestative, eh bien, il va falloir que vous proposiez une alternative puisque cette patiente est en demande de contraception. Donc là, je vous renvoie à votre cours sur la contraception. Vous savez que la pilule œstroprogestative et donc toutes les pilules œstroprogestatives et donc toutes les contraceptions œstroprogestatives seront contre-indiquées, donc que ce soit le patch œstroprogestatif ou l'anneau vaginal œstroprogestatif. Par contre, vous pouvez prescrire une pilule progestative uniquement, donc progestative troisième génération, type Cerazette, Optimizette. Vous pouvez prescrire un implant progestatif, donc vous pouvez prescrire un dispositif intra-utérin au cuivre ou à la progestérone. Et là, on vous donnait le point si vous aviez fait au moins 3 propositions de contraception alternative sur les 4 citées ici. Enfin, vous allez proposer également à la patiente la prescription d'une contraception d'urgence. Alors là, c'est une grille qui est proposée. Il faut que vous compreniez que la grille, elle peut varier et que grosso modo, vous aurez parfois des grilles qui peuvent être différentes de celles qu'on aurait pu faire une grille un peu différente, même si les éléments clés y sont. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les mots-clés qu'on attend de vous, il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a, en règle générale, entre 10 et 15. Donc, on ne vous demande pas grand-chose et c'est vraiment pour ça qu'il faut que vous soyez performant et que vous cibliez tout ça. Alors, je vous rappelle que dans le KB, on vous a mis en début de chapitre toujours les mots-clés qui sont importants pour une raison très simple, c'est que pendant très longtemps, les concours de l'internat puis des ECN et de l'EDN ont été basés sur les mots-clés, notamment quand il y avait une épreuve écrite. Après, on a eu les QCM, on a perdu cette habitude des mots-clés, mais le fait de vous ramener sur les échos, en fait, vous êtes obligé de ressortir ces mots-clés et c'est ça qu'on attend de vous. Et vous allez voir que sur les échos suivants, vous allez voir que ces mots-clés prennent toute leur signification. Et donc, dans les mots-clés de la contraception, il y a contre-indication, évidemment. Et ça, il va falloir que vous puissiez ressortir qu'une fois que vous avez compris ce qu'on attend de vous, eh ben, c'est les contre-indications. Alors, j'en profite pour vous rappeler un petit peu de cours. Les contre-indications de la contraception œstroprogestative, c'est du rang A. Vous avez les contre-indications absolues que vous devez connaître parfaitement. Et dans votre interrogatoire, eh bien, vous allez dérouler en fonction des informations qui vous manquent dans l'énoncé, vous allez dérouler
les contre-indications. Alors, il serait vraiment surprenant qu'on vous donne des points pour demander des choses qui sont déjà dans la vignette. Donc, vous attendez pas à ce qu'on vous donne des points si vous demandez à la patiente si elle fume alors qu'on vous donne déjà l'information. D'accord? Donc, ciblez en priorité les informations qui vous manquent, qui ne sont pas dans les informations qu'on vous donne dans la vignette. Alors, je refais très rapidement les contre-indications absolues, c'est les antécédents de thrombose veineuse personnel ou premier degré avant 50 ans. Artérielle, pareil, personnel ou premier degré avant 55 ans ou 65 ans chez la femme. Et les antécédents personnels ou familiaux de troubles vasculaires cérébraux. La présence d'un facteur de risque de thrombose artérielle, notamment le diabète évolué avec symptômes vasculaires, l'hypertension artérielle non contrôlée, les dyslipopotidémies non contrôlées, la prédisposition génétique ou acquise aux thromboses veineuses ou artérielles, résistance à la protéine C activée. Alors ça, vous voyez, on ne vous le demandait pas dans la grille, mais on vous demandait de savoir s'il y avait eu des accidents thromboemboliques dans la famille au premier degré. Les migraines avec aura, le tabagisme après 35 ans, l'obésité, c'est-à-dire un IMC supérieur à 30 associé à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, et les antécédents de cancer du sein et de l'endomètre, et enfin l'insuffisance hépatique et la cirrhose biliaire primitive. Après, vous avez les contre-indications relatives qui peuvent être aussi difficiles parce qu'en fait, ce n'est pas des contre-indications absolues, mais si vous combinez plusieurs contre-indications relatives, ça va devenir une contre-indication absolue. On aurait pu aussi vous faire un autre écos que celui-là en vous faisant une patiente qui a, par exemple, qui a 35 ans, qui fume et qui a une obésité. Et là, à ce moment-là, ça devient une contre-indication absolue. Moins de 35 ans, mais obèse et tabac, ça devient une contre-indication absolue. Donc vous voyez qu'on peut jouer là-dessus, mais attendez-vous sur un dossier comme ça qu'il y a un piège. Et cette année, il y avait des dossiers où il fallait rattraper les erreurs de collègues. Donc méfiez-vous de ça, il peut y avoir des erreurs à rattraper et vous vous doutez bien que si on vous pose un dossier comme ça, c'est qu'il y a un piège. Sur cet écos, on vous propose de vous noter sur votre comportement avec l'item aptitude à questionner. Alors ça, c'est toujours les mêmes, hein, vous les trouvez sur l'UNES, donc je ne vais pas passer beaucoup de points là-dessus. Hein, donc vous voyez que ça va de j'utilise le jargon médical et j'explique pas ce que je dis à je pose mes questions avec assurance et savoir-faire et je prends soin de m'exprimer clairement avec un langage approprié. L'aptitude à structurer, à mener l'entretien, c'est-à-dire que si vous êtes complètement bordélique, que vous commencez à dire bah oui, je vais vous renouveler votre pilule. Ah mais non, je vous ai pas demandé si vous fumez, bah ça ira pas. Donc on vous demande l'interrogatoire, vous commencez par votre interrogatoire, vous structurez votre prise en charge et une fois que vous avez fait votre interrogatoire, vous donnez votre conclusion et vous la justifiez, vous l'expliquez et vous terminez en disant est-ce que c'est clair, est-ce que vous avez des questions? Comme le patient standardisé n'est pas censé répondre à cette question, il vous dira non, je n'ai pas de question. Aptitude à proposer une prise en charge, donc là c'était les 3 items, donc vous voyez ça faisait ici, ça faisait une note sur 15, puis plus 3 points, ça faisait 18, qui est ensuite ramené sur 20. Donc l'attitude, bon, si vous n'arrivez pas à proposer une prise en charge, bah, évidemment vous aurez 0 points. Par contre, là, si vous avez établi l'ordre des priorités des différents aspects, donc non, je ne vous renouvellerai pas votre pilule, mais je vous explique pourquoi. Et en plus, je vous propose une solution alternative avec une autre contraception. Et en même temps, je vous conseille d'arrêter de fumer. Là, on pourra vous dire que vous avez été remarquable. Sur la performance globale, alors là, il y a une gradation progressive et on va, en fait, c'est double peine parce que là, vous allez retomber sur ce que vous avez déjà noté sur votre notation globale. Donc, la performance insuffisante, c'est si vous tombez dans le panneau, c'est-à-dire si vous renouvelez la pilule, ah bah oui, pas de problème, je vous fais votre ordonnance de pilule, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que vous avez des questions? Bah oui, oui, tout va bien. Et bien, la patiente, là, vous avez compris, vous avez loupé les causes. Et donc, là, c'est performance insuffisante. Performance limite, c'est vous avez bien vu qu'il y avait un problème, vous n'avez pas renouvelé la prescription de contraception œstroprostative, mais vous ne l'avez pas justifié, vous ne savez pas expliquer pourquoi. Vous dites, bah, je ne vous le donne pas. Alors méfiez-vous aussi de ces situations-là. Hein. Sur ce type d'échos, on voit beaucoup d'étudiants qui répondent, bah, ce serait peut-être mieux de ne pas vous donner la pilule parce que peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, il faut que vous soyez tranché sur votre réponse. C'est contre-indiqué chez vous de façon formelle. Autant la grille aurait pu noter contre-indication absolue. Ça aurait pu être dit contre-indication et dit absolu. Ça aurait pu être ça aussi la grille. Performante satisfaisante contre-indique formellement la contraception œstroprostative et justifie sa décision. Vous expliquez pourquoi. Très satisfaisant contre-indique formellement la contraception œstroprostative et justifie sa décision et propose une méthode contraceptive alternative. Et
performance remarquable, vous rajoutez en plus de tout ça, conseil le sevrage tabagique. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on va de plus en plus, de plus en plus, et remarquable, vous avez pensé à tout, donc vous avez une très bonne note, et là, ça nous permet de voir que toute notre notation est cohérente. Je ne sais pas s'il y a des questions, Blandine, sur cet écho, si tu as vu apparaître des questions là, par rapport à ce que j'ai présenté. Pas de questions. Pas de questions, eh ben on continue. Donc là, c'était typiquement un échos avec patient standardisé, comme vous en aurez quelques-uns. Mais vous allez voir, le deuxième échos, c'est un échos qui est différent, qui cible le domaine urgence vitale avec l'intérêt de la prise en charge des saignements génitaux pendant la grossesse. Alors, on va voir cette vignette. C'est une station sans patient standardisé ni professionnel de santé standardisé. Alors, ça, c'est un point qui est important. Quand on a, comme vous, découvert les échos en tant qu'enseignant, on imaginait qu'il y aurait quasiment que des patients standardisés et des mannequins. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait aussi d'autres situations qui étaient, vous êtes avec un collègue, vous êtes avec, par exemple, une infirmière qui va vous faire une relève. Il va falloir que vous preniez les éléments de la relève et que vous regardiez un petit peu, que vous proposiez une attitude. Mais ça peut être aussi c'est une situation comme celle-ci, une vignette où vous êtes appelé et on va vous donner des éléments cliniques et il va falloir que vous proposiez une prise en charge et que vous justifiez votre prise en charge. Alors, comme je vous l'ai expliqué, on va faire la même chose que pour l'autre. On va prendre le temps de lire ensemble cette vignette fondamentale, mais vraiment, prenez le temps. Et si vous perdez 30 secondes à relire la vignette, prenez ce temps-là parce que je vous assure qu'il est précieux. Vous êtes l'interne de garde en gynécologie obstétrique. Vous avez été appelé en pleine nuit par l'infirmière des urgences gynécologiques pour venir voir en urgence Madame Maya Namar, qui a fait plusieurs malaises depuis son arrivée il y a quelques minutes. Bon, désolé pour les jeux de mots, ça c'est plus fort que moi. Cette patiente est venue aux urgences gynécologiques, mais je suis sûr que si Blandine avait fait le sujet, elle aurait fait encore pire que moi. Cette patiente est venue aux urgences gynécologiques à 36 heures pour des métrorragies du premier trimestre de faible abondance, avec quelques douleurs pelviennes. Il lui avait été alors proposé le diagnostic de grossesse de localisation indéterminée, et il lui avait été demandé de venir pour un contrôle de la cinétique des HCG plasmatiques à 48 heures. À votre arrivée, l'infirmière vous explique que Madame Namar est revenue après avoir fait 2 malaises rapprochés sans perte de connaissance à son domicile. À votre arrivée, elle présente des troubles de la conscience. Elle est à la fois agitée et incohérente. L'échographie par voie abdominale met en évidence un épanchement intrapéritonéal. Vous disposez dans la station du taux d'HCG plasmatique d'il y a 36 heures, une page, et de la fiche de la prise des constantes que vient de réaliser l'infirmière des urgences, une page. Donc vous avez 2 pages à votre disposition. Donc évidemment, la première chose que vous allez faire en arrivant dans cet écho, c'est pas de proposer tout de suite une attitude, c'est de lire de façon posée et optimisée toutes les informations dont vous disposez sur ces 2 pages. Alors, que devez-vous faire? Vous devez, à voix haute, énoncer en le justifiant votre suspicion diagnostique, énoncer votre prise en charge thérapeutique immédiate. Alors, ça veut dire qu'en gros, vous allez vous tourner vers les correcteurs et vous allez énoncer et justifier votre diagnostic et votre prise en charge. Et on peut avoir même des échos où vous avez un patient standardisé, on vous demande de faire un interrogatoire et après, on vous demande de vous tourner vers les correcteurs et d'énoncer à voix haute votre diagnostic et votre prise en charge. Ça peut aussi être ça. Vous ne devez pas prescrire des examens complémentaires ni prescrire une surveillance. Donc ça, c'est important. Et honnêtement, à chaque station, on a eu toujours 20% des étudiants qui faisaient ce qu'on leur demandait pas de faire et qui perdaient un temps fou et qui perdaient des points de façon vraiment débile en faisant des trucs qui sont hors sujet. Donc ne faites pas ça par pitié. Donc, on est dans une situation d'urgence, vous avez compris. On va regarder ensemble le bilan biologique. Donc, dans ces éléments-là, on vous donne sur le bilan un petit peu les mêmes éléments que ce que vous auriez sur un résultat. Méfiez-vous, il y a eu des échos qui sont tombés d'identitovigilance déjà. Donc, il faut que vous vérifiez qu'on a bien le bon patient et la date, donc le nom et la date, donc Madame Maya Namar, donc il n'y a pas de problème, il y a 36 heures, l'heure d'arrivée 13h40 et les HCG qui étaient à 1242 unités par litre. Je vous rappelle que pour affirmer, enfin normalement on commence à voir la grossesse à partir de 1000 unités, mais qu'on est vraiment sûr qu'il y a un problème qu'à partir de 1500 unités par litre,
quand vous ne voyez rien en échographie. Donc, on est typiquement dans le cadre de la glie, il y a 36 heures. Cette patiente devait venir pour un contrôle des HCG, de la cinétique des HCG à 48 heures. On lui a donné des consignes en disant si ça ne va pas, ben, vous revenez. Il se trouve qu'à la maison, elle a fait des malaises et donc elle est revenue. Voilà la fiche de relevé des constantes par l'infirmière des urgences gynécologiques. Donc vous ne disposez pas de grand-chose. Vous avez la température déjà, donc elle est apyrétique. Vous avez la fréquence cardiaque, donc vous avez 118 battements par minute, donc cette patiente est tachycarde. Vous avez la pression artérielle systolique qui est diminuée. On a une systolique qui est à 90, donc c'est anormalement bas. Une artérielle diastolique qui est également anormalement basse, 40. Une fréquence respiratoire qui est supérieure à 20, 22. Elle est à 24 exactement, donc on a une polypnée. Et une saturation en oxygène en air ambiant qui reste contenue, qui reste normale, à 96%. Donc là, vous avez tous vos éléments entre la vignette, le résultat des HCG et la fiche de relevé des constantes par l'infirmière. Vous êtes maintenant capable de vous prononcer. Donc, voilà la grille de correction qu'on vous propose pour cette ECOS. Alors, cet ECOS, il est directement inspiré d'un ECOS qui est tombé l'an dernier où il y avait exactement la même chose, sauf que vous arriviez dans une situation de purpura fulminans où on vous donnait d'une part les photographies des lésions cutanées à l'arrivée et 30 minutes après, je ne sais plus combien de temps c'était après, et on vous donnait le relevé des constantes de l'infirmière. Donc vous voyez qu'on s'approche beaucoup d'un ECOS qui était tombé l'an dernier. Donc là, on vous demande, cite le mot choc. Donc vous dites la patiente est en choc, vous avez un point. Énonce qu'il s'agit probablement d'un choc d'origine hémorragique. Là aussi, un point. Propose comme étiologie la grossesse extra-utérine. Un point. Justifie le choc par l'existence de troubles de la conscience. Alors on peut rajouter troubles de comportement, malaise, agitation, parce qu'évidemment, quand vous donnez des mots-clés, on peut accepter des synonymes, hein, évidemment. Alors, troubles de la conscience et hypotension artérielle, et tachycardie, et augmentation de la fréquence respiratoire. Le point est accordé si 3 des 4 éléments sont cités. Donc là, vous avez un choc, probablement hémorragique, a priori sur une grossesse extra-utérine, et vous l'avez justifié en disant il y a des troubles de la conscience. Alors, ces troubles de la conscience, ils ne sont pas toujours présents, mais une patiente en choc hémorragique, vous avez peut-être déjà vu aux urgences gynécologiques, si vous avez eu la chance de voir ça une fois, on a parfois ces troubles du comportement, et ça peut être des patientes qui sont incohérentes, qui sont agitées, qui peuvent même être parfois agressives. Hypotension artérielle, tachycardie et augmentation. Alors, je n'ai pas mis, il n'y a pas de points négatifs. Alors, je ne sais pas si Blandine, tu as vu des points négatifs sur les échos où tu as fait des corrections, mais moi, j'en ai jamais vu. C'est-à-dire, vous avez dit, vous avez pas dit. C'est pas Hein, prévu qu'il y en ait. c'est pas prévu qu'il y en ait normalement. Donc, quand vous dites une énorme bêtise, vous n'aurez pas le point. Mais c'est vrai que par contre, bon, on sera un peu inquiet pour vous, mais l'énorme bêtise peut ne pas être si péjoratif que ça au final. Bon. Cite le mot hémopéritoine. Pardon, Blandine? Ça joue un peu sur la fin, sur les. Oui, voilà, sur votre qualité, quoi. Oui. Sur votre attitude globale. Alors, cite le mot hémopéritoine, donc il y avait un épanchement à l'échographie, donc un hémopéritoine. Cite urgence vitale ou urgence absolue ou pronostic vital engagé. Alors là, pour être tout à fait clair, quand on en était, bon, c'était à la préhistoire, mais jusqu'au début des années 2000, on avait les dossiers rédactionnels, et quand il y avait un dossier d'urgence, on apprenait tous à marquer urgence vitale. Et là, il va falloir que vous appreniez à faire la même chose. Quand vous avez une urgence vitale, vous le dites. Ce sera un des points, c'est certain. Donc là, sur le dossier qui était tombé de purpura fulminans, on vous demandait exactement ça. Urgence vitale, urgence absolue. Ou alors, il faut que j'aille vite, le pronostic vital est engagé. Mais apprenez ces mots-là, ça ce sont des mots-clés. Urgence vitale. Une fois que vous l'avez dit, c'est bon. Vous allez demander la pose d'une voie veineuse périphérique, puisque vous allez avoir besoin d'un abord périphérique veineux. Alors évidemment, là, ce n'était pas précisé que l'infirmière avait déjà mis une voie, donc il faut que vous le disiez. Vous allez dire que vous organisez une prise en charge chirurgicale. Il va falloir opérer cette patiente, on va le voir. Vous annoncez le caractère immédiat de la chirurgie, c'est-à-dire qu'il faut l'opérer tout de suite. Alors, on aurait très bien pu ne pas mettre ce point-là, puisque vous avez déjà dit c'est une urgence. Mais là, il se trouve qu'on vous demandait d'énoncer le caractère immédiat de la chirurgie. En l'occurrence, sur le purpura fulminans, on vous demandait d'énoncer le caractère immédiat de la prescription d'antibiotiques. D'accord?
Vous allez aussi préciser que vous demandez un remplissage vasculaire et comme ce sont des notions que vous devez avoir, puisque ça fait partie des rangs de connaissances que vous devez avoir, on vous demandait de prescrire un soluté de type cristalloïde, 1 point, et de prescrire ce soluté cristalloïde en donnant entre 500 millilitres et 2 litres et en débit libre. Donc il fallait prescrire au moins ça. Enfin, et ça c'est pour ceux qui ont vraiment la culture des urgences et de la vraie vie, hein, puisque on vous évalue là-dessus, quand vous êtes aux urgences tout seul, imaginez-vous, vous fermez les yeux pendant votre échose, vous dites là je suis tout seul aux urgences, c'est en pleine nuit, je suis avec l'infirmière, avec ma patiente qui fait un choc, il faut que je prévienne mes collègues, parce qu'on va la passer au bloc et elle ne va pas passer au bloc toute seule. Donc vous prévenez l'anesthésiste et vous prévenez l'équipe chirurgicale de garde. Souvent, il y a une infirmière d'astreinte qui va devoir venir, il va falloir ouvrir le bloc, il va falloir préparer tout ça. Et donc là, c'est vraiment le fin du fin. Si vous avez à programmer une chirurgie en urgence, eh ben, vous pensez à dire que je préviens mes collègues anesthésistes et l'équipe chirurgicale. Et là, vraiment, c'est d'une élégance parfaite. Alors, si on vient sur les mots-clés de la GU, si vous prenez le chapitre GU du KB, bah, vous avez le mot urgence qui sort en premier. Donc, si vous avez un écos de GU, il faudra que vous sortiez ce mot urgence et il faudra que vous cibliez donc ces différents mots-clés. Alors, évidemment, on revient sur le cours, là aussi, on en profite. Il va falloir que vous sachiez ressortir ces connaissances et il faut que vous connaissiez les signes cliniques qui nécessitent une prise en charge en urgence. Ben, vous les avez ici. En gros, vous allez rechercher des signes qui traduisent en clinique et en échographie un hémopéritoine par rupture tubaire. Vous savez que la GU, eh ben, si elle est négligée, ça va finir en hémopéritoine puisque la trompe se déchire et saigne assez rapidement beaucoup. Et donc, ces signes cliniques de gravité, ben, c'est les signes liés à l'hémorragie, l'instabilité hémodynamique, voire le choc hémorragique. Elle aurait pu être juste en instabilité hémodynamique, mais là, c'est plus facile de vous mettre un tableau clinique franc. Mais en gros, à partir du moment où vous avez une instabilité hémodynamique, il est évidemment absolument contre-indiqué de faire un traitement médicamenteux. La perte de connaissance, le malaise, enfin, tout ça, c'est des signes de gravité. Et les signes liés à la présence d'un hémopéritoine, c'est-à-dire si vous avez une défense ou une contracture abdominale, un malade qui a un ventre qu'on pourrait considérer comme chirurgical. Enfin, les signes échographiques de gravité, la présence d'un hémopéritoine qui est évidemment un signe qui indique une prise en charge chirurgicale. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler votre cours. La présence d'un seul signe clinique de gravité indique une prise en charge chirurgicale en urgence et contre-indique formellement un traitement médical. Donc ça, vous le savez. En règle générale, hein, sur les échos, vous n'en êtes plus à réciter votre cours. Hein, vous avez compris, c'est une mise en application de connaissances que vous maîtrisiez déjà, hein, bien évidemment. Alors sur cet échos, on va vous évaluer en plus sur des aptitudes, premièrement, à faire la synthèse des données. Performance insuffisante, évidemment, si vous n'êtes pas capable de faire ressortir les éléments importants pour clarifier le problème. Par exemple, si vous n'identifiez pas qu'il y a un choc, si vous n'identifiez pas que c'est une GU, bah évidemment que ça ne va pas aller. Par contre, si vous êtes capable de faire ressortir tous les éléments et que vous justifiez votre raisonnement, eh ben, ça va plutôt bien se passer. Aptitude à proposer une prise en charge. Donc là, on est dans une situation aiguë. Vous êtes en situation d'urgence face à l'infirmière et il va falloir que vous lui donniez des consignes claires. Je veux une voie veineuse. Je veux un remplissage. Je fais ma prescription. Je prescris le cristalloïde. Je dis ce que je veux exactement cristalloïde et je programme l'intervention. Et j'appelle le bloc. Donc là, si vous êtes incapable de proposer une prise en charge et si vous êtes comme un lapin pris dans le phare des voitures en plein milieu de la nuit, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Donc, il faut que vous soyez calme, que vous ayez une attitude qui est raisonnable et que vous puissiez proposer cette prise en charge de façon optimisée en hiérarchisant votre prise en charge. Dans les situations d'urgence, vous commencez par ce qui est hyper important. Le dossier de purpura fulminance, il fallait dire je donne des antibiotiques tout de suite et rien ne doit retarder ma prescription d'antibiotiques. On commence par ça. Beaucoup d'entre vous, vous aviez commencé par je vais faire un bilan, je fais une ponction lombaire. C'était même pas dans la grille, quoi. C'était vraiment, il fallait tout de suite bétonner le dossier en allant tout de suite donner des antibiotiques et tout de suite prescrire votre Rocéfine, enfin votre C3G, quoi. Enfin, on vous évalue également sur l'aptitude à exposer oralement son analyse, c'est-à-dire que vous avez un exposé oral qui est clair, vous exposez les choses clairement, vous faites votre diagnostic, vous l'avez justifié, vous l'avez argumenté, vous avez identifié que c'est une urgence, vous l'avez dit et vous avez présenté un exposé oral qui est structuré, qui est fluide et vous n'êtes pas en train d'hésiter, de revenir en arrière.
La performance globale, alors là, bon, pareil, on va structurer. Bon, si vous ne proposez pas de prise en charge chirurgicale, donc vous êtes d'accord qu'on a une GU en choc hémorragique, il faut l'opérer tout de suite, il faut lui mettre une voie, il faut traiter son choc. Alors, dans ces situations-là, le but, c'est stabiliser le patient pour pouvoir le passer au bloc, hein. Vous n'allez pas passer au bloc un patient qui n'est pas stabilisé, donc il va falloir le stabiliser. On appelle l'anesthésiste. Dans la vraie vie, en fait, on va la passer probablement en salle de réveil, on va la remplir, on va passer tout ce qu'il faut. Parfois, on est obligé de mettre des amines, là, c'est pas le sujet. Donc, propose pas de prise en charge chirurgicale, évidemment, vous êtes à côté de la plaque, là, c'est raté. Propose une prise en charge chirurgicale, c'est bien, mais c'est pas suffisant, on est sur une performance limite. Propose une prise en charge chirurgicale et un remplissage vasculaire, bah, ça commence à être mieux. Propose une prise en charge chirurgicale et un remplissage vasculaire et précise le caractère immédiat de la prise en charge, c'est-à-dire que vous avez bien dit, il faut y aller tout de suite. Et enfin, bon ça c'est très satisfaisant, et enfin remarquable, c'est quand vous avez dit tout ça et que en plus vous avez eu l'élégance de penser à prévenir l'anesthésiste et l'équipe chirurgicale de garde ou l'équipe chirurgicale de garde. Alors dans la vraie vie, si vous faites pas ça, vous allez vous faire pourrir la tronche par l'anesthésiste et il aura raison. Parce que quand vous avez un choc et que vous prévenez pas les gens qui sont aussi responsables que vous, c'est sûr que ça le fera pas. Donc voilà pour cette écos. Donc vous voyez on est sur une situation, une station où là, bah, vous êtes ni avec un patient standardisé, ni un professionnel de santé standardisé, et donc vous n'êtes pas face à un mannequin, vous êtes face à une situation clinique et on va tester votre aptitude à réagir à une situation clinique, à faire la synthèse des éléments et à structurer votre réponse et votre attitude. Blandine, est-ce qu'il y a des questions sur cette écos? Je Toujours pense pas. pas. Toujours pas, bah, c'est bien, c'est que je suis clair. Je sais pas si tu avais des choses à préciser, toi, de ton côté, par rapport à ton Non, expérience de correctrice. non, non, mais en fait, il faut revenir aux 11 domaines principaux. Et en effet, il y a écrit urgence, il y a un cadre urgence vitale, donc urgence vitale, il faut dire urgence vitale. C'est Ouais, ce et qui attend. vous aurez probablement une urgence vitale dans vos échos, hein. Une urgence Probablement. vitale. Si vous avez une urgence vitale, il faut que ça tilte et il faut dire urgence vitale. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y a le choc allergique, il y a le purpura, il y a la GU rompue. J'avais vu Euh, un joli cas d'erreur transfusionnelle avec un accident transfusionnel. Enfin, voilà, vous en aurez quelques-uns. bon, Mais vous aurez, normalement, à mon avis, vous aurez forcément une urgence, urgence vitale, hein, de ce qu'on a vu au minimum, hein. voilà, donc on sait que c'était dans une grille officielle, donc vous dites de dire urgence vitale. Voilà. Voilà, je te laisse continuer. Alors, l'Écosse numéro 3, ben, c'est pas le numéro 2, pardon, excusez-moi, c'est le numéro 3, ce sera le dernier qu'on fera ensemble ce soir. Et alors, j'ai tenu absolument à vous faire un Écosse de mannequin, donc de vraie simulation de gestes médicales. Pourquoi? Parce que vous en aurez forcément au minimum un. Alors l'an dernier, les consignes, c'était qu'il devait y en avoir deux. Alors quand vous connaissez vos différentes situations cliniques de départ, bah, vous savez qu'en fait des mannequins, il n'y en a pas tant que ça. En gynécologie, il y a la palpation mammaire, c'est ce qu'on va voir. Vous pouvez, alors ce qui était tombé l'an dernier, c'était un examen rectal. Donc il y avait un toucher rectal qui avait été prescrit. Et donc il y avait cette station sur un mannequin. Alors sachez que si vous avez une station mannequin, tout le monde a le même mannequin, c'est-à-dire que dans toute la France entière, il y a la même marque du même mannequin positionné de la même façon partout pareil. Que ça ne reste que des mannequins et qu'il faut que vous soyez un peu préparé. Parce que si c'est la première fois que vous tombez devant un mannequin et que vous découvrez le truc, c'est sûr que ça va un peu se voir. Donc ces échos de mannequins, il faut qu'elles soient ultra rodées. L'an dernier, il y avait mannequin, toucher rectal et massage cardiaque. Réanimation, arrêt cardiaque, massage cardiaque. Donc, vous voyez, et si vous savez, je crois qu'il y a une dizaine de situations cliniques de départ qui s'autorisent à des simulations avec mannequin. Donc, en gros, celles-là, il faut que vous les bétonniez parfaitement et il n'est pas question de découvrir ça le jour de l'examen. Donc, autant se préparer. Donc, c'est pour ça que je vous ai présenté ça et je m'inspire évidemment de l'ECOS qui est tombé l'an dernier sur le toucher rectal. Alors, la vignette, évidemment, toujours pareil, on va prendre le temps de lire bien attentivement cette vignette clinique. Vous êtes interne en médecine générale en stage en cabinet de médecine de ville. Madame Janultou, 57 ans, se présente car elle a senti une boule dans le sein. Cette patiente est suivie régulièrement par votre maître de stage. Elle est à jour dans son suivi gynécologique. Sa dernière visite remonte à un peu plus de 6 mois. Elle vous a apporté sa dernière mammographie de dépistage organisée du cancer du sein qui a été réalisée il y a un an.
Un mannequin représentant le tronc et la poitrine de cette patiente est dans la station. Vous devez analyser et interpréter à voix haute les résultats de la mammographie de dépistage. Faire et décrire à voix haute l'examen mammaire de Madame Hultou en précisant ce que vous vérifiez à chaque étape. Et ça, on va vraiment le voir ensemble parce que je vous assure que c'est comme ça que vous allez rafler des points. Énoncez à voix haute les conclusions de votre examen. Énoncez en les justifiant les examens complémentaires indiqués dans votre stratégie diagnostique. Vous ne devez pas interroger le mannequin ni rédiger d'ordonnance. Alors, devant un mannequin, vous êtes souvent complètement paumé. En clair, il va falloir que vous vous comportiez face à un mannequin comme si c'était un patient ou une patiente. Vous n'aurez pas interrogé le mannequin, c'est ridicule, il ne va pas vous répondre et les personnes qui sont là pour vous noter, les correcteurs, eux, ils ne peuvent pas vous parler. Vous avez compris, on n'a pas le droit de vous parler. Donc, Blandine vous l'a dit, je vous le répète, on n'a même pas le droit de vous dire bonjour, d'accord? Donc, c'est vraiment, on ne peut pas intervenir là-dessus. Vous, par contre, vous devez vous comporter comme si le mannequin était un patient, mais que vous n'interrogerez pas parce que vous n'avez pas, donc vous ne posez pas de questions. Vous ne commencez pas à demander au patient, au mannequin, comment ça va aujourd'hui. Donc, vous arrivez, vous dites bonjour, je suis le docteur vendredi mars, comme on vous a appris de faire. Hein. Je viens parce que j'ai bien compris que vous aviez un problème que vous aviez senti une boule dans le sein, et vous commencez à expliquer ce que vous allez faire. Donc, vous commencez à dire, je vais commencer par interpréter les résultats de votre mammographie et on va commencer par regarder tout ça. Donc, vous voyez que on se met dans l'esprit simulation, c'est-à-dire que vous vous comportez comme si le mannequin était un patient, mais qui ne va pas vous répondre. Ok, donc on lui dit bonjour, on lui parle, on lui explique, et par contre, vous allez le voir, il va falloir poser la question du consentement, du moins si le patient est conscient. Et ça, ça sort dans tous les dossiers, dans toutes les stations ECOS de simulation. Alors, on va voir les résultats de la mammographie de dépistage. Madame Jeanne Hultou, féminin, 56 ans. Donc toujours pareil, identito-vigilance, on vérifie que c'est le bon patient. Mammographie bilatérale de dépistage, date de réalisation il y a 1 an, on vérifie la date et l'examen. Conclusion, examen classé ACR1 bilatéral. Alors, je serais très surpris qu'on vous donne des images de mammographie parce que c'est vraiment très dur à analyser et c'est clairement pas dans vos champs de compétences. Par contre, savoir interpréter la conclusion d'une mammographie, ça, c'est indispensable. Donc là, on vous répond ACR1 bilatéral. Alors, un petit peu de cours. Je vous rappelle que cette classification de l'American College of Radiologists, qui s'appelle la classification ACR, qui est aussi appelée la classification BIRAD, ça fait partie des choses que vous devez connaître. Donc, catégorie 0, c'est qu'on ne peut pas interpréter, qu'il faut compléter l'examen. Donc, ça a été soit parce qu'il n'est pas de bonne qualité, ou soit il manque des clichés, ou qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. ACR1, donc c'est une mammographie normale. Donc je vous rappelle que ACR1, le risque de cancer au moment de l'examen, c'est 0. Donc la patiente est renvoyée au dépistage normal. Donc là, en termes de dépistage organisé, c'est un examen clinique tous les ans si la patiente consulte, mais c'est surtout un examen clinique et une mammographie de dépistage organisée tous les 2 ans. ACR2, c'est une anomalie bénigne, risque de cancer 0. Là aussi, on la renvoie dans le dépistage normal. Alors, l'anomalie bénigne, c'est par exemple un foyer de microcalcification, mais dont les caractéristiques ne sont absolument pas péjoratives. Des macrocalcifications isolées, une image, une opacité bien régulière, une image qui évoque un kyste ou un adénofibrome. On est dans la CR2, il n'y a rien de péjoratif, le risque de cancer au moment de l'examen est nul, et donc il n'y a pas besoin de contrôler. ACR3, on parle d'une anomalie qui est probablement bénigne. Donc là, on commence à introduire un doute. Donc là, vous voyez que le risque de cancer est faible, mais comme il y a un doute, on va contrôler l'examen et on va demander à la patiente de refaire une imagerie 4 à 6 mois plus tard. Mais en général, on ne va pas biopsier d'emblée. Alors, si on biopsie d'emblée, c'est qu'on serait plutôt sur un ACR4. En général, sur les ACR3, on est plutôt à dire, bon, ben, c'est un examen qui est rassurant, il y a une anomalie qui a priori est bénigne, on vous refait votre mammographie dans 4 à 6 mois, et si les images n'ont pas bougé, si ça n'a pas progressé, c'est que tout va bien et on peut repartir sur le dépistage habituel. Et ça, c'est ce qu'on va faire de façon assez fréquente, et l'anomalie ACR3, elle est finalement assez banale et assez fréquente. ACR4, c'est suspect. Donc là, on pense qu'il y a un risque de cancer. Vous voyez qu'on a un risque de cancer qui est de moins de 90%. Et donc là, il faudra faire une biopsie.
ACR5, c'est évocateur d'un cancer. Donc là, il y a plus de 90% de chances d'avoir un cancer. Et là aussi, il faut faire une biopsie. Et 6, c'est quand on a un cancer prouvé histologiquement. Donc là, vous voyez que 1, 2, on fait rien. Tout va bien, elle refait sa mammo 2 ans plus tard. 3, on recontrôle à 6 mois. 4 et 5, c'est une suspicion de cancer ou c'est a priori un cancer. Et là, il faut faire une biopsie percutanée, puisque je vous rappelle que quand vous avez un doute, il faut faire une biopsie percutanée. Allez, on avance sur les causes. Bon, je vous rappelle les présentations cliniques de tumeurs du sein, donc il faut que vous sachiez faire un examen. Et sur les causes, je vous rappelle, quand vous faites un examen clinique, il va falloir commencer par dire qu'on déshabille le patient, qu'on l'inspecte, qu'on regarde, puis qu'on examine. Donc cette écho, c'est un régal, hein, vous voir faire parce que vous vous plantez, mais largement. D'abord, vous ne parlez pas correctement au mannequin. Deuxièmement, vous ne prenez pas le consentement. Troisièmement, vous ne pensez pas toujours à vous laver les mains ou alors s'il y a à mettre des gants, on va y revenir. Quatrièmement, l'inspection, vous la loupez quasiment toujours. C'est-à-dire vous ne prenez pas le temps de dire je regarde mon patient. Et dans ces stations-là, il ne va pas falloir uniquement faire le geste, il va falloir décrire ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et après, on va palper, on va faire une palpation mammaire. Et ensuite, on va palper le sein, mais aussi les aires ganglionnaires. Et il va falloir préciser que votre examen, il est bilatéral et comparatif. Et vous allez voir que c'est dans la grille. Allez, alors, je vous montre un examen clinique mammaire. J'ai une patiente qui a gentiment accepté de se faire filmer pendant un examen clinique mammaire. Et donc, vous voyez que la patiente est déshabillée, le tronc déshabillé uniquement. On est face à elle et on regarde la poitrine et on utilise la lumière rasante pour faire ressortir une déformation, une anomalie. Et on va demander à la patiente de lever les bras pour déplisser la glande mammaire et voir le sillon sous-mammaire. Donc ça va être le premier temps de votre examen du mannequin. Alors, je ne vous ai pas filmé moi devant un mannequin, j'aurais pu aussi, mais je trouvais que c'était quand même bien de prendre le temps de regarder comment on faisait un examen mammaire. Ce temps d'inspection, il est fondamental. Le mannequin, il est déjà déshabillé, mais vous allez commencer par dire Madame, je vais vous examiner, je vais vous demander d'enlever le haut et de garder le bas. Est-ce que l'examen va consister en la palpation de la poitrine, des aires ganglionnaires de façon bilatérale et comparative? Et on va ensuite, est-ce que vous êtes d'accord pour faire cet examen? On récupère le consentement. Donc ça, on va commencer par vous inspecter. Et donc, je regarde et vous décrivez ce que vous faites. Je regarde, j'utilise la lumière rasante, je recherche une rougeur, je recherche une déformation, je recherche une ride, je recherche une voussure, voilà. Et vous expliquez clairement ce que vous faites. Deuxième temps, la patiente est toujours assise et vous allez palper les aires ganglionnaires de manière bilatérale et comparative. Et on commence par la palpation des creux susclaviculaires, puis les creux axillaires, bras à 90 degrés, les mains en crochet et on vient faire rouler le creux axillaire contre le grille costal dans le prolongement du muscle grand pectoral. On fait pareil de l'autre côté et on examine la patiente. Une fois que cet examen a été réalisé, on va pouvoir procéder à l'examen mammaire qui va être réalisé en deux temps. D'abord l'examen, la patiente assise, puis on va demander à la patiente de s'allonger et on va refaire la palpation. Il va falloir que vous précisiez que la palpation, elle se fait sein après sein, de manière bilatérale et comparative, et qu'on fait une palpation cadran par cadran, en prenant soin de palper toute la glande mammaire. En général, la palpation assise, elle est moins facile à réaliser que la palpation allongée, mais elle vous permet de rechercher des anomalies que vous auriez pu louper à l'examen allongé. On recherche ensuite un écoulement qu'on provoque en palpant doucement le mamelon et en pressant doucement le mamelon. Ensuite, on met la patiente allongée et cette fois-ci, on ne va pas refaire la palpation des aires ganglionnaires, mais les mains à plat en faisant rouler la glande entre la paume de vos mains et le grille costal. On évalue l'homogénéité et la structure de la glande mammaire, cadran par cadran. Cadran supéro-externe, cadran inféro-externe, cadran inféro-interne, cadran supéro-interne. Et tout ça, vous le dites à voix haute devant l'examinateur. Évidemment, en même temps, il va falloir trouver s'il y a une anomalie ou pas. Donc là, ça va être un autre problème, parce que le problème, c'est que ces mannequins, ils ne sont pas si faciles que ça à examiner, et même moi qui ai l'habitude, je trouve que c'est difficile, et qu'on a été confronté à des mannequins de palpation mammaire où je trouvais que c'était pas si simple que ça. Je vais vous parler de mon expérience, d'ailleurs, je reviens à mon diaporama. C'est bon, là, il y a le diaporama. Je vous parle de mon expérience sur le toucher rectal, d'ailleurs, vous allez voir que c'était assez instructif. Alors,
Dans votre aptitude clinique, qu'est-ce que va contenir la grille? D'abord, on vous demandait d'évaluer la mammographie. Donc, vous allez commencer en énonçant que la mammographie réalisée il y a un an était normale. Le mot-clé, c'est normal. Si on ne peut pas dire ah ben, elle était rassurante, ah ben, elle n'était pas si mal, ah ben, elle n'était pas inquiétante, non, on demande normal. Donc il faut que vous mouillez. Hein. Les étudiants et les candidats qui disent des trucs entre le cul entre deux chaises ou des trucs un peu foireux pour essayer de grappiller des points, en fait, ça marche pas du tout. Donc vous êtes obligé de dire c'est A ou B, hein. Donc c'est normal ou c'est anormal. Et quand on vous pose une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non, il faut dire oui ou non. Là aussi, c'est important. Si jamais il y a une question où on dit la patiente vous demande si elle doit faire ça, vous dites oui ou vous dites non et après vous justifiez. Et énonce qu'il informe la patiente sur les modalités de réalisation du geste, c'est-à-dire un examen des seins et un examen ganglionnaire. Énonce qu'il recueille le consentement de la patiente à la réalisation du geste. Alors là, je vous assure que aujourd'hui, le consentement, c'est dans toutes les bouches. Vous n'examinez plus un patient ou une patiente sans avoir recueilli son consentement. Et un patient qui vous dit je ne veux pas que vous m'examiniez, vous ne l'examinerez pas. Donc le consentement, il est indispensable. Utilise la solution hydroalcoolique pour se frictionner les mains. Je vous assure que ça fait partie de la grille. Alors, là, il y a un point qui est important. Dans les stations simulation, vous avez dans la pièce disposé sur la table tout ce qu'il vous faut pour réaliser la simulation. En clair, si vous avez une solution de gel hydroalcoolique, ça veut dire qu'il faut vous frictionner les mains avant. Et donc vous dites, madame, je vais vous examiner, je commence par me laver les mains, l'examen va consister en etc. Et en même temps, vous êtes en train de vous laver les mains. Je serais bien incapable de dire s'il faut mettre des gants ou non pour faire un examen mammaire. Je ne l'ai pas mis ici dans la grille, mais il est évident, vous doutez bien, que pour le toucher rectal, il fallait mettre un doigtier ou des gants. D'accord? Donc si dans la station, vous avez des gants, il va falloir les mettre. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez un gel hydroalcoolique, vous commencez par vous laver les mains, puis vous mettez les gants, et ensuite vous faites votre examen. Si vous n'avez pas de gants, c'est que vous n'en mettez pas. Vous pouvez éventuellement dire bah, j'ai pas de gants, mais j'aurais eu l'habitude d'en mettre. Mais s'il n'y en a pas, c'est que ce ne sera pas dans la grille et qu'on ne vous demande pas d'en mettre. Clairement. Si vous devez mettre des gants, il y en a dans la salle. Là où j'ai constaté des petits problèmes, c'est que le gel hydroalcoolique met du temps à sécher. Donc si vous mettez beaucoup de gel hydroalcoolique, c'est débile, hein, mais vous allez avoir vos mains qui vont mettre du temps à sécher. Et bon courage pour mettre des gants avec les mains pleines de gel hydroalcoolique, c'est infernal. Donc il y en avait plein qui galéraient à mettre les gants parce qu'ils avaient mis trop de gel, que c'était pas sec, donc c'est le stress. Enfin bon, perdez pas de temps avec ça. Donc du gel, vous en mettez une fois. Si vous avez déjà mis les gants, mettez pas du gel sur les gants parce que là c'est ridicule, mais ridicule ou pas, je l'ai vu faire plusieurs fois, donc tout est possible. Et vous allez donc utiliser le matériel que vous avez dans la pièce. Donc si vous avez du gel hydroalcoolique, vous en servez. Et donc là, ça fait partie de la grille. Vous allez énoncer que l'examen est bilatéral et comparatif. Je vais examiner les deux seins et je vais comparer les deux seins. Je vais examiner les deux aires ganglionnaires et les aires susclaviculaires et axillaires et je vais les comparer. Énonce que l'examen est réalisé sur la patiente en position assise et allongée. On aurait pu rajouter en demandant également à la patiente de relever le bras à 90 degrés. Énonce qu'il commence l'examen par une inspection visuelle fondamentale. Énonce que l'examen des seins est réalisé cadran par cadran. Réalise une palpation des deux seins main à plat et en faisant rouler la glande mammaire entre ses mains et le grille costal. Réalise un examen des aires ganglionnaires axillaires et susclaviculaires et là aussi sur ces échos, palpations mammaires, très souvent vous perdez des points parce que vous ne palpez pas les aires susclaviculaires, vous faites les creux axillaires mais pas les susclaves et du coup, bingo, vous perdez le point. Recherche un écoulement mamelonnaire, énonce que l'examen mammaire est anormal. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Sur cet échos, je pars du principe qu'il y a une anomalie du cadran supéro-externe du sein droit qui fait 2 cm de plus grand axe. Vous n'avez pas le mannequin, vous ne pouvez pas tester. En gros, et c'est là où c'est difficile, il faut que vous ayez la possibilité de vous entraîner. Dans vos facs, vous avez des mannequins accessibles, donc il faut que vous alliez palper ces mannequins. Il faut que vous sachiez ce que c'est qu'un examen normal et anormal sur le mannequin. C'est pas toujours évident. Il peut arriver que la tumeur bouge, parce que les tumeurs, vous savez qu'on peut les changer de place, on peut en mettre ou en enlever. Donc, méfiez-vous de ça. Si je me base sur mon expérience sur le toucher rectal,
Alors, le toucher rectal, c'était un patient qui venait, qui avait des rectorragies, qui avait une anémie fériprive et à qui il fallait prescrire une coloscopie. Mais avant de faire la colposcopie, vous deviez faire un toucher rectal. Et le problème, c'est que le mannequin, il avait une prostate dure comme du béton. Et donc, il y en a plein d'entre vous, alors qu'en fait, la conclusion, c'était de dire bah, l'examen est normal. Il y en a plein d'entre vous qui ont dit bah, l'examen est anormal parce que la prostate est indurée. Honnêtement, ça aurait été moi, j'aurais trouvé aussi que la prostate était indurée. Sauf qu'en fait, bah, la grille, c'était que la prostate est normale et que l'examen est normal. Donc en fait, bon, c'est débile, mais il y en a plein qui sont partis sur des cancers de la prostate. Alors déjà, un cancer de la prostate, pour que ça donne des rectorragies, il faut vraiment qu'il soit localement avancé. Donc c'est exceptionnelissime. Et surtout, bah, en fait, vous êtes complètement hors sujet. Donc il faut absolument que vous alliez palper tous les mannequins qui existent et que vous soyez familiarisé avec ces mannequins. Donc, vous avez dans toutes les facs des salles de simulation. Il ne faut absolument pas louper ces séances de simulation. C'est hyper important. Je ne veux pas vous stresser avec mon mannequin pourri, je suis Ouais, d'accord. si, si. Mais Ouais, ouais. il faut que Non, vous vous parce qu'en fait, enseigniez parce pour revenir qu'il faut les au palper. motif de consultation, c'est-à-dire que des rectorragies, c'est pas un adénome de prostate. Non, parce que là, Mais ce que voilà, tu donc me il dis, faut être cohérent, quoi. c'est Alors c'est ce que dit Blandine, c'est tout à fait juste. C'était pareil quand on avait des dossiers rédactionnels. Quand vous commencez à sortir un truc qui vous paraît complètement incohérent, c'est que vous êtes en train de raconter n'importe quoi, voilà. Il faut clairement. se mettre dans la tête de la personne qui a posé l'Écosse et la question. Si c'est rectorragie, c'est pas adénome de prostate. Voilà. Non, parce Voilà, que là, tu me les as exactement. stressés comme un pourri. Pour Oui, ça. non, mais je sais que je vais vous stresser, mais enfin, il suffit d'aller palper aussi les Non, mannequins. Il faut que vous ayez fait des TR sur des mannequins et que soyez rodés, oui. hein. Mais effectivement, dire que la prostate est anormale alors que c'est un dossier de rectorragie, c'est que vous êtes en train de vous planter complet, hein. Voilà. L'idée, c'est, il y a un but, il y a un objectif à votre Écosse, faut rester dans l'objectif. Voilà. Merci de cette précision, Blandine, je suis complètement d'accord. Donc Je ensuite, ben, sais. on vous note sur le fait que vous trouviez une tumeur du cadran supéro-externe du sein droit, donc vous la localisez, vous la caractérisez. Cette tumeur mesure moins de 2 cm de plus grand axe. Vous avez donc évalué la taille comme vous pouvez. Vous énoncez que l'examen des aires ganglionnaires est normal, creux axillaire, susclaviculaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, vous allez demander une mammographie et une échographie mammaire. Et là, c'est important parce que vous savez que la mammographie, c'est du dépistage. Mais quand vous avez une anomalie clinique ou quand vous avez une anomalie à la mammographie de dépistage, il va falloir compléter la mammographie par une échographie mammaire. Donc, dans les situations où vous avez une anomalie clinique, c'est pas juste une mammo qu'on demande, c'est une mammo et une écho mammaire. Et j'ai même envie de dire, c'est une écho mammaire et ganglionnaire, axillaire. Donc ça, c'est important, ça c'est du cours, ça il faut que vous le sachiez, hein. Justifie cet examen par la nécessité de préciser l'aspect de cette tumeur à l'imagerie et justifie cet examen par la nécessité de rechercher un cancer du sein. Et je crois que c'est vraiment fondamental que vous prononciez ces mots-là. Il y a une anomalie, donc il faut qu'on va préciser cet aspect parce qu'il faut qu'on élimine un possible cancer du sein. Alors, les indications de la mammo, bah, vous la savez, la mammo de dépistage et la mammo de suivi et d'un côté et la mammo diagnostique. La mammo diagnostique, vous la combinez toujours avec une échographie mammaire. Ça, c'est hyper important. Je vous renvoie à votre cours, vous le connaissez, mais ça, il n'y a pas de souci. Sur les évaluations, aptitude à réaliser le geste technique, donc vous faites n'importe quoi, vous n'avez pas une gestuelle qui est fiable, ça va pas. À l'inverse, si vous faites des gestes sans erreur, si vous êtes cohérent, s'il y a un plan structuré de votre examen, vous commencez par inspecter, etc., tout va bien. Sur le mannequin, vous avez le droit de prendre le mannequin et de le changer de position. Et ça, c'est vrai que souvent, quand le mannequin est mis dans une position, souvent vous restez figé, vous n'osez pas changer le mannequin de position. L'examen mammaire, par exemple, le mannequin, il est mis toujours en position assise. Honnêtement, on ne fait pas un examen des seins correct uniquement en position assise. Donc, si vraiment vous voulez montrer que vous maîtrisez, vous prenez le mannequin, vous l'allongez et vous faites l'examen en plus de la position assise, en position allongée. Structurer l'examen clinique, bah, l'examen est incomplet, désorganisé, on ne fait pas l'examen clinique, donc là ça veut dire que vous faites n'importe quoi. À l'inverse, si vous faites parfait, bon, des choses basiques. Aptitude à proposer une prise en charge, est incapable de proposer une prise en charge, ou à l'inverse, vous avez tout masterisé, il n'y a pas de problème. Quant à la performance globale, ben, là, insuffisant, vous voyez, c'était je ne recueille pas le consentement de la patiente ou je ne réalise pas d'examen bilatéral. Donc là, si vous n'avez pas demandé l'autorisation au mannequin ou ne réalise pas l'examen, voilà. Alors, vous pouvez très bien faire, vous pouvez poser la question à la patiente, Madame, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous examine? Ou vous pouvez très bien dire, j'interroge la patiente pour savoir si elle est d'accord qu'on réalise l'examen.
après lui avoir expliqué en quoi il consiste. Performance limite, c'était recueille le consentement de la patiente et réalise un examen bilatéral. Performance satisfaisante, on rajoutait identifie l'examen mammaire comme anormal. Très satisfaisante, on rajoute que vous demandiez une mammographie. Et remarquable, c'est que vous demandiez une mammographie et que vous expliquiez pourquoi. C'est-à-dire que vous disiez, il faut que je caractérise cette masse et que je puisse pouvoir éliminer un possible cancer du sein. Vous avez compris. Voilà. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Bon, je termine avec cette diapositive qui est un peu de promotion pour les conférences Khalifa. Je m'arrête là. Blandine, je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y avait des commentaires supplémentaires à faire. Non, il n'y a pas de questions. On les a peut-être tués. Bon, je pense qu'on a donné tout. Nous, c'est notre expérience d'un an d'évaluateur. Je pense j'espère qu'on aura donné des trucs et des astuces en tout cas, qui pourront vous rassurer. À part le mannequin pourri de Xavier, mais restez logique. Gardez votre Ah non, sang-froid. mais flippez pas avec mon mannequin pourri, mais vous faites pas avoir sur des trucs foireux. Moi, je me rappelle quand on avait passé l'internat pendant la préhistoire, il y avait un dossier de douleur en fossilac droite. Tout le monde, il y en avait la moitié qui avait mis invagинation intestinale, alors qu'il suffisait de marquer appendicite. Et en fait, quand vous commencez à chercher des trucs bidons ou compliqués ou tordus, c'est que vous êtes en train de vous planter, hein. Voilà. Donc, Globalement, c'est simple. C'est pas si compliqué que ça, mais restez non. focus sur l'objectif, sur la question et relisez bien les ne pas faire. Et venez en consultation surtout. Alors, on a convenu avec la Conf Khalifa qu'on vous mettra en lien les échos, les fichiers PDF des échos qu'on vous a fait ce soir. Comme ça, vous pourrez vous entraîner à les faire entre vous. Faites-en entre vous. Et moi, je pense, même si vous amusez-vous à rédiger des échos vous-même, je vous assure, vous allez faire des progrès stratosphériques si vous faites ça. Et ça, c'est mon conseil. Voilà. C'est Moi, pareil j'ai pour les fini, cuisses. Blandine. Mhm. Bah oui, moi aussi j'ai fini, Xavier. Eh Bon, ben, je pense bonne que soirée bah, et puis à bientôt. bon courage pour les Écosses, hein. Bon Bonne courage révision et bon courage. pour les révisions et tout. On est passé par là, mais ça vaut le coup. Voilà. À bientôt.